Du coup, bah, bonsoir. Merci à vous d'être là pour cette quatrième, c'est ça, quatrième versus de la saison, qui est donc un nouveau rendez-vous qu'on a créé depuis octobre, si je ne m'abuse. L'idée, c'est que donc à Aquarium, on essaye de montrer un peu les images dans leur ensemble. Donc, on fait beaucoup des films de cinéma, mais on aime bien l'idée de pouvoir montrer aussi les autres images de notre époque, que ça soit de la création web, que ça soit du jeu vidéo. Et donc, par rapport aux jeux vidéo, ça faisait quelques années qu'on avait une soirée vraiment rétro gaming qui s'appelle Saturday Night Gamer et qui a lieu demain d'ailleurs, où du coup, il y a plein de jeux rétro un peu de partout avec 3 tournois, je crois, demain. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et au-delà de ça, on se disait que ça pouvait être chouette d'être plus dans la discussion et plus en lien avec ce qui se fait localement en termes de jeux vidéo. Donc on a imaginé ce rendez-vous avec Claire, Nicolas de l'association Lyon Game Dev. Et du coup, Claire présentera Lyon Game Dev juste après. Et donc l'idée de ces soirées, eh ben, c'est qu'il y a des jeux locaux qui sont mis à dispo avant et après la discussion avec les équipes qui sont là pour présenter leurs jeux, tout ça. Donc on fera un petit point à la toute fin pour redire un peu quels sont les 3 jeux qui sont dispo. Et puis à chaque fois, prendre une thématique et avoir un représentant plutôt côté jeux vidéo, Queen Apple, et ce soir du côté plutôt cinéma avec Bolche Geek autour d'une thématique commune. Donc on avait fait la question de l'acting en octobre. Après avant on avait fait la question de la narration, puis la question de l'acting. Après on avait fait la question de la direction artistique. Et ce soir, contexte oblige, mais aussi pour finir l'année avec quelque chose d'un peu plus méta, on s'est dit qu'on avait envie d'aller du côté de est-ce que le jeu vidéo et le cinéma sont des médiums politiques? La réponse est bien entendu Oh bah non. non, donc on peut s'arrêter là tout Bon, de bah, on va suite. rentrer, hein, c'était sympa. Non, restez. Voilà. Donc voilà, c'était de se dire en quoi ces médiums sont politiques, comment ça évolue, etc. Et du coup, on en discutera tous ensemble. L'idée, c'est que pendant à peu près 1 heure et quart, on fait une discussion plutôt de ce côté-là. Et puis après, vous pourrez poser des questions, réagir très librement sur tout ce qui vient d'être dit. Voilà, j'ai fait le tour de ma petite intro. Du coup, je te laisse juste présenter Lyon Game Dev et puis après, on va commencer. Merci Damien. Donc, Lyon Game Dev. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, Lyon Game Dev, c'est l'association qui rassemble les professionnels du jeu vidéo à Lyon. Nicolas pourra me préciser combien d'années ça fait. Tu me dis avec les doigts combien d'années ça fait? Ça fait 7 ans, si j'ai bien compté sur les doigts. Ça fait 7 ans et l'association organise plusieurs types d'événements, donc effectivement Ciné Versus, mais on a également des meet-up. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est tous les premiers jeudis du mois, on se rassemble dans un bar qui change un peu tous les mois pour parler entre professionnels, étudiantes, étudiants autour du jeu vidéo. Et effectivement, on a créé ce format avec l'Aquarium Ciné Café pour toujours plus de fun. Et commençons avec une question extrêmement fun. Si vous pouvez rapidement vous présenter et puis surtout nous dire un peu quel a été votre parcours pour en arriver là où vous en êtes dans vos métiers, spécialités respectives. Je dirais qu'on s'est construit tout seul. Ouais. Oui, moi j'ai commencé dans un garage. Vous avez fait l'école de la vie, c'est ça? Oui, Ah, oui. ouais. Et vas-y, on te laisse d'abord te présenter. Moi, c'est Queen Apple. Comment je me suis construite au niveau jeux vidéo Ouais, là où tu en es, voilà, qu'est-ce qui a fait que... Alors, j'ai commencé les jeux vidéo. Il y avait déjà un PC en fait chez mes parents, donc j'ai commencé les jeux vidéo. Je pense que je savais à peine parler. Et voilà, donc ça m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a jamais vraiment quitté. J'ai commencé à faire de la création de contenu autour du jeu vidéo en 2016, je pense, avec la chaîne YouTube Osmosis Coop, où on parle avec mon mari de jeux vidéo qui se jouent en coop, justement. Et après, on a vraiment diversifié les activités, donc Twitch, aujourd'hui TikTok. Et à côté de ça, je suis co-rédactrice en chef et la présentatrice d'une émission pour Arte sur les jeux vidéo qui s'appelle Jour de Play. Qui reprend le 24 sur la chaîne Twitch d'Arte. N'hésitez pas à aller voir, c'est très chouette. Voilà, c'est déjà un beau parcours de vie. Magnifique. C'est déjà pas mal. Hein. Bravo. Beaucoup merci d'être venu à mon TEDx. Et la parole est à toi. Moi, je fais une chaîne avec Kat qui est ici présente, qui s'appelle Bolche Geek. Et la chaîne, pas Kat, mais
qui est une chaîne de pop culture, on va dire, de manière générale, mais qui fait avec des approches sociopolitiques, culturelles, artistiques et tout ça. Et à la base, moi, mes références, c'était quand même plutôt des émissions de ciné, notamment OP Frisson, des trucs pour ceux qui connaissent ce genre de choses. Et évidemment, comme tout le monde, Crost, Chroma, Karim Debache, etc. Mais j'avais pas envie de faire d'émissions de critique ciné, qui est pas un exercice dans lequel je suis très bon de toute façon, et que j'avais pas envie de faire. Et du coup, c'est plus orienté sur des problématiques, des sujets. Alors maintenant, il paraît que ça s'appelle le l'essai. Mais en gros, c'est plus des dissertations et c'est plutôt de parler de phénomènes culturels plutôt que d'être dans une démarche prescriptive de conseiller des films ou de faire de la critique purement cinématographique. Et ce qui fait que du coup, on parle quand même beaucoup de cinéma, de séries, pour une raison assez simple qui est que déjà, c'est les choses qui me touchent, mais aussi parce que sur un format YouTube, c'est plus facile de parler de format audiovisuel, mais on compte dans les objets possibles de la chaîne toujours les jeux vidéo, les BD, les jeux de plateau. On a déjà fait le Monopoly, des choses comme ça. On a fait une vidéo sur Noël. Enfin voilà, on entend culture populaire au sens très très large. Vous avez même fait une jeu vidéo, waouh, une vidéo sur Hades. Oui, oui, oui. Que Camille, oui, d'accord, oui, c'est vrai que Camille a monté sur la vidéo sur Hades en partenariat avec le STJV. Ouais, stylé. D'ailleurs, voilà. Peut-être dont on reparlera Ouais. plus tard. Avec plaisir pour en reparler. Du coup, la question suivante, elle revient un peu justement sur la première qui a été posée, mais un peu plus en détail. On aimerait bien savoir comment vous en êtes venu justement à arriver à ce rôle de spécialiste dans vos médiums respectifs. Alors, spécialiste, vulgarisateur, youtubeur, le mot est un peu Créateur large, de mais voilà, contenu, d'où vient cette envie, en fait, d'être un peu dans plus le méta, l'analyse, la médiation, tout ça, quoi. Merde. Je sais pas, en fait, à la base, c'était pas un truc. En fait, c'est pas aussi conscientisé que ça à la base. C'est pas, je me suis pas arrivé en me disant, je vais faire ça exactement sur Internet. À la base, juste, on avait déménagé dans une nouvelle ville. J'avais plus d'amis pour faire des courts-métrages stupides. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire tout seul? Même si Kat s'en est mêlé après. Je me suis dit, je vais faire des vidéos sur Internet. C'était l'époque où justement, il y avait un peu la vulga qui commençait à arriver sur Internet. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire ça. Et voilà, mais comme je l'ai dit avant, je sais pas pourquoi, c'était pas mon truc, c'était pas de faire de la critique prescriptive. Et même mes références type Opération Frisson, ce que j'aimais bien, c'est que Dahan, il y présentait au travers de ses critiques quand même une certaine vision du cinéma, voire une certaine vision du monde. C'est encore plus le cas chez Karim Debache, Gilles Stella et Jérémy Morvan. Voilà, donc c'est plus ça mes références et c'est plus ce que je sais faire aussi. C'est-à-dire que mon angle, les angles que je connais le mieux et sur lesquels par contre je ne suis pas spécialiste, au sens où j'ai pas d'érudition particulière dans ces domaines-là, mais j'avais des billes, on va dire, et c'était presque automatiquement, organiquement ma façon d'aborder les œuvres. C'est des angles politiques, des angles sociaux, des angles culturels, et donc plus méta, comme tu dis. J'aime pas trop non plus le terme vulgarisateur parce que pour plein de raisons, mais je me fais allumer quand je dis ça. Donc je vais pas relancer ce débat-là. Donc si c'est de la vulgarisation, si vous voulez. Mais ouais, plus c'est pour ça que et ces vidéos, ça me va parce que c'est plus ce genre de dissertation où on avance des idées et on essaie d'analyser des phénomènes plus que juste de les situer dans une démarche purement artistique, voire aussi les contextes de production, ce que ça dit de la société, tout un tas de problématiques en fait de ce genre-là. Et c'est venu assez naturellement. Et au bout d'un moment, quand on sait, c'était un hobby au début quand même. Donc c'est vraiment, il n'y avait pas de ligne éditoriale plus que ça, à part ce que j'avais envie, enfin ce qui me prenait quoi. Et après, au bout d'un moment, on comprend, je pense, rétroactivement ce qu'on est en train de faire soi-même. Et c'est devenu un petit peu plus pro et un petit peu plus, enfin voilà, un truc qu'on a réfléchi et sur lesquels on réfléchit vraiment la ligne éditoriale, les angles, voilà. Mais c'est venu par de fait, en fait, au pied du mur, quoi, comme on dit. Je dirais que c'est un peu pareil. C'était déjà notre façon naturelle de parler du jeu vidéo, de le remettre dans son contexte de production et tout. Et je pense, en fait, en t'écoutant parler, je me suis dit que nous, on avait dû être influencés probablement par la presse jeux vidéo, qu'on lisait déjà depuis longtemps. Et on savait qu'on voulait pas faire notre avis ou mettre des notes, enfin des trucs très. On voulait pas être critique
comme tu l'as dit toi, mais on voulait vraiment présenter des jeux et dire ça nous a plu, peut-être que ça peut vous plaire. Et en plus, sachez que il est d'autant plus intéressant ce jeu qu'il a été développé comme ça par telle personne. Et petit à petit, on en est arrivé à carrément avoir des espèces de capsules culturelles complètement en dehors du jeu vidéo et dire nous on pense que ce qui se passe dans ce jeu, ce trait-là, ça peut se rapprocher de l'histoire de cette personne parce que en fait il a vécu ça et tout. Et ouais, ça s'est fait très, très naturellement, mais pareil, on n'avait pas de ligne édito au début. Notre toute première vidéo, il n'y a pas ça du tout. Et je pense aussi, pour revenir sur la presse, je pense que ce qui nous a influencé, c'est que pas longtemps après, en tout cas qu'on ait commencé la chaîne, il y a eu les enquêtes Canard PC Mediapart sur le crunch. Là où tous les regards, en tout cas des gens un minimum intéressés par la construction d'un jeu vidéo, se sont tournés sur les conditions de fabrication, justement, et que ça a pris une ampleur importante pour toute une partie du public des consommateuristes, quoi. Donc je pense que c'est ça. Ouais. Du coup, parce que effectivement, Bol chez Geek, tu as un ancrage quand même assez politique, enfin assez marqué. Déjà le nom en lui-même, le nom de la chaîne. Ce qui est marrant, c'est que c'est un pseudo de gaming, justement, à la base. Ok. Voilà, C'est toujours des pseudos de. Ouais, gaming c'est à la ça. base. Et après, 10 ans après, t'es la merde. J'ai coincé avec ce truc. C'est ça. Après, ça se retrouve quand même aussi du côté de le fait que tu aies des chroniques pour l'Humanité, le journal, qui est quand même un journal aussi assez marqué politiquement. Et du coup, est-ce que toi aussi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas forcément très très bien, est-ce qu'il y a aussi cette idée d'être marqué politiquement de manière un peu ferme ou je peux dire ferme quand même pour toi. Ah, il y en a qui, dans ces commentaires, découvrent, qui disent « Oh, t'es un petit peu à gauche, non ?» J'ai déjà vu. Enfin, voilà, est-ce que tu es aussi dans quelque chose comme ça, dans un ancrage Je pense que très vite, ouais, on s'est marqué politiquement parce que y a beaucoup de fachos dans le jeu vidéo. Il va y avoir un hors contexte. Ils vont clipper sur Twitch. Il y a beaucoup de fachos dans le jeu vidéo. Mine de rien. Et c'est pas des gens qu'on a envie d'attirer par notre contenu. C'est vraiment pas des gens avec qui on a envie de discuter. Non, pas du tout. Enfin, genre, non. Donc, très vite, je pense qu'on a mis une sorte de holà un peu de. Et je pense que ce qui nous a vraiment marqué, c'est une vidéo que j'assume plus trop aujourd'hui parce qu'on dit aussi plein de conneries parce qu'elle est vieille. Enfin bref, c'est la vidéo qu'on a faite sur les jeux vidéo pour filles. Et là, on s'est revendiqué entre guillemets féministe. Et forcément, c'était quand même plus à gauche que de l'autre côté, quoi. Et je pense que là, déjà, on s'est bien marqué de ce point de vue-là. Et ensuite, on a fait une vidéo sur un jeu Ubisoft où on a voulu expliquer pourquoi, en fait, on a fait une introduction qui commençait par « tout est politique ». Et là, forcément, on était très, très marqués pour tous les gens qui ont vu la vidéo. Ils nous l'ont bien fait savoir dans les commentaires, d'ailleurs. Et à partir de là, on s'est dit, oui, non, mais en fait, on est de gauche, fondamentalement, et on va revendiquer ça aussi parce que c'est quand même un discours qu'on n'entend pas souvent, notamment chez les créateurs de contenu jeux vidéo. Et du coup, on s'est dit, non, mais nous, on va se revendiquer, c'est notre honnêteté aussi qui parle, donc on va se revendiquer de gauche et on va faire du contenu de gauche pour les gens de gauche, et puis advienne que pourra. Et l'émission que tu as sur Arte, Jour de Play, c'est bien ça, elle est aussi marquée un peu de ce côté-là ou parce que j'ai regardé un peu les intervenants, effectivement, oui, certains oui. Vu les intervenants, je pense que... Ouais, je pense, oui, que naturellement, on doit être marqué. Enfin, on est forcément politiquement influencé par nos idées. Mais on prend des décisions, même éditoriales et tout. On veut parler du fait que faire un jeu vidéo, c'est difficile, ça se passe pas toujours bien. Ça se passe jamais bien. Des fois, ça se passe, c'est déjà bien. On veut pas jeter des paillettes dans les yeux des gens. On n'est pas des ménestrels, justement. Donc, on prend l'opposé. On peut être marrant, on peut parler de choses plus légères, mais on veut aussi, je pense, éditorialement en tout cas, dire que non, c'est pas facile le jeu vidéo. Il se passe des choses dures, il se passe aussi des choses chouettes, mais il faut pas. C'est pas que du rêve, quoi. Alors, j'ai une dernière question avant de passer à la prochaine. C'était justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que tu parlais également. Le but, c'était de mettre en lumière le travail fait par les développeurs et développeuses, etc., les studios.
Comment tu faisais ton travail de recherche à l'époque? Tu avais des contacts dans les studios qui travaillaient? Tu te servais de blog peut-être? Enfin, comment ça marchait On pour se toi? servait de tout. On se servait des interviews qu'on trouvait. On essayait de recouper des interviews. On cherchait sur les crédits. Enfin, on a vraiment cherché un peu partout sur l'Internet Archive. Meilleur truc, ça. C'est quoi, pour ceux qui connaîtraient pas? Alors c'est un site web qui, comment dire, prend des captures d'écran et sauvegarde des vidéos et des images et des articles, etc. D'anciens sites. C'est-à-dire que régulièrement, c'est comme si ce site faisait une énorme photo d'Internet. C'est globalement ça. Et on peut refaire des recherches par année sur telle URL, qu'est-ce qu'il y avait. Donc on peut retrouver des articles. Et c'est pareil sur Abandonware France. On a des vieux magazines qui sont numérisés, etc., etc. Donc on peut retrouver des vieilles histoires en cherchant le nom d'une personne. On peut retrouver ses débuts. Ouais. J'ai pas du tout peur. Ses débuts publiés dans des articles. Donc utiliser des pseudos sur Internet. Hein. Et du coup, ouais, on utilisait ça. Et après, pour la partie plus culturelle dont je parlais, la petite capsule au milieu, c'était bibliothèque, c'était... ouais, essentiellement, on lisait aussi pas mal de thèses. Des fois, on comprenait même pas le titre, mais on essayait quand même. Donc, ouais, on recoupait tout ce qu'on trouvait, hein, vraiment tout. Ok. Alors maintenant qu'on vous connaît mieux, on va rentrer dans quelque chose qui va sembler très vaste, puis après on affinera un peu. Mais du coup, pour repartir un peu de notre postulat de base de cette soirée, c'était de se dire, le jeu vidéo et le cinéma sont nécessairement des médiums politiques. La question étant, selon vous, en quoi? Vous avez 8 heures, j'imagine que c'est beaucoup trop vaste, mais comme ça, voilà, qu'est-ce qui vous vient vite, un peu en surface, puis après on affinera sur ça, parce qu'effectivement, comme tu le dis, par exemple, du côté du jeu vidéo, visiblement, il y en a qui s'en branlent complètement du côté Il y en a même qui politique veulent pas que ce et soit qui ne veulent pas que ça soit politique. Du côté du cinéma aussi, où tu es du côté du cinéma en plus très pop, très mainstream, donc où la notion politique est moins forcément visible, puisqu'on est aussi dans des logiques commerciales, on est dans tout ça. Pour autant, ces objets-là, j'ai l'impression que vous voulez travailler de ce côté plus politique. Voilà, en quoi vous avez eu envie de mettre à jour tout ça. Et voilà. Je dirais que déjà, c'est la définition du mot politique qui est importante. Et c'est ça qui parfois est mal compris, notamment de mon côté, en tout cas par les gens qui regardent nos vidéos et qui disent « Oh ben non, c'est pas politique ». Oui, parce qu'ils parlent tous comme ça. Et je dirais que ces gens confondent politique et militant. Et il y a peut-être quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Si tout est politique, tout n'est pas militant. Tous les jeux vidéo vont pas être militants, tous les films vont pas être militants. En revanche, le fait qu'ils soient... Je pense que pour moi, politique, c'est vraiment ancré dans un système et qui répond à ce système-là, quoi. La façon la plus simple dont je peux définir politique, c'est qui crée un échange avec un système qui lui-même est politique, qui lui-même a un cadre de société, a des rapports de domination entre les gens, a des enjeux financiers, des enjeux commerciaux. Donc le fait que ça se réponde et que ce soit créé au sein de ce système-là, forcément, ça s'en nourrit, donc c'est politique. Je dirais que c'est ça le plus rapidement. Oui, et c'est hyper juste. Et en plus, ça se voit que je pense que c'est beaucoup plus fort dans le jeu vidéo, le déni à ce niveau-là, que dans le cinéma. Peut-être parce que c'est plus vieux et qu'en fait ça va paraître tellement évident que, il y a tellement eu de choses politiques en fait dans le cinéma. Je pense que la réaction, alors qu'en fait c'est la même chose, et je pense que la réaction est liée à ça. Et t'as raison, c'est une histoire aussi de définition, parce que le poncif c'est dire tout est politique, mais en fait ça, une fois que t'as dit ça, t'as rien dit en fait. À part juste faire la leçon pour dire non, tout est politique. Bon, c'est bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Et en fait, c'est là il y a un problème dans justement le débat en fait que ça pose, qui est que les gens n'entendent pas la même chose avec politique, et dans beaucoup de cas, c'est plus une incompréhension qu'autre chose de tous les côtés. C'est-à-dire que, par exemple, ça va donner les débats, notamment là, on est comme dans une ère de guerre culturelle, c'est-à-dire où en fait tous les gens surinvestissent même politiquement les œuvres qu'ils consomment, ce qui est un truc qui est quand même très très fort maintenant. Et va y avoir un truc qui va être de dire que justement, en fait, ça serait politique, par exemple, ou ça serait idéologique de faire tel type de représentation. Type, on va dire, ouais, on va faire des personnages gays dans les jeux vidéo, on va mettre plus de diversité dans les séries, je sais pas quoi. Enfin, tous les trucs qui énervent les gens sur Internet en disant ah là là, vous êtes en train de tout politiser. L'écriture inclusive. Comment? L'écriture inclusive. L'écriture inclusive, ouais. Enfin voilà, des trucs comme ça. En fait, ça en serait
Mais avec l'idée qu'en fait, si par exemple dans le jeu vidéo, mettre. En fait, en gros, c'est toujours le truc habituel, c'est mettre un personnage qui est pas hétérosexuel, qui est pas blanc ou qui est pas un mec. Ça, c'est politique. Par contre, mettre systématiquement des mecs blancs hétérosexuels, c'est pas politique. Et en fait, c'est là où il y a un problème, c'est qu'en fait, le débat peut pas être sain parce il y a un déni d'un côté qui est de dire nous on n'est pas politique. Alors qu'en fait si, c'est politique, et même ça se voit dans les débats sur ils le font pour des raisons commerciales, genre je sais pas, Ubisoft pour le jeu vidéo, ou Netflix qui est vraiment l'emblème de ça, de dire genre ah mais en fait ils mettent de la diversité pour des raisons commerciales, ce qui est vrai en fait. Évidemment qu'ils le font pour des raisons commerciales, c'est Netflix. Mais il y a après derrière il y a des créateurs et des créatrices qui sont très contents de pouvoir investir ce champ-là, mais évidemment qu'ils le font pour des raisons commerciales. Sauf qu'en fait, le fait qu'ils ne le faisaient pas avant, c'était aussi pour des raisons commerciales. Donc en fait, on peut pas. Si le débat se pose sur il faut que ce soit politique ou est-ce il faut que ça ne le soit pas du tout, le débat il est faussé en fait. Le débat il est faussé parce qu'en fait, il y a une partie des gens qui sont dans le déni que c'est politique, que c'est des visions du monde. Et que c'est important. Et même, en fait, tu disais, tu vois, sur les créateurs, dire, on va dire sur Internet, notre chaîne, on va aller plus de gauche, ou se revendiquer féministe, ou des trucs comme ça. En fait, tu as le même déni de l'autre côté, qui est qu'en fait, il y a peu de chaînes, justement, culture, qui vont dire, nous, on est une chaîne de droite, ou on est une chaîne réactionnaire, ou des choses comme ça. Alors que, ben, si, parce que, en fait, si vous êtes, par exemple, plutôt du côté des gros studios, plutôt du côté du... Pardon, plutôt du côté du capital, ce genre de choses, en fait, c'est politique. Si vous défendez constamment les studios contre justement les développeurs, c'est politique. Vous avez le droit, c'est votre point de vue, mais assumez. Et en fait, le débat, il peut pas avoir lieu parce qu'il y a, un côté, il y a une incompréhension qu'il faut lever sur le sens du terme politique avec ces gens-là. Et je pense que ça les arrange aussi un petit peu de pas rentrer sur ce terrain-là et dire ah non, nous, on est justement, on va pas sur ce terrain-là. Bah, comme dans les médias, globalement, les médias de gauche se disent de gauche, les médias qui ne se disent de rien sont moins à gauche, quoi, a priori. C'est gentiment dit. Voilà. Après, malgré tout, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une autre ambiguïté sur ce déni ou ce refus de l'idée que ça peut être toujours des objets un peu idéologiques ou politisés, qui est que dans les deux cas, on est sur effectivement des industries avec des parts très fortes de finances, voilà, de capital. Tu vois, tu parles de Netflix, mais les films que tu vas traiter dans ta chaîne YouTube sont souvent des films à très gros budget qui, en soi, sont complètement impliqués dans l'économie capitaliste. Et du coup, est-ce que ça crée pas quelque chose d'une certaine distorsion, en fait, de se dire, OK, ces objets naissent dans une économie très capitaliste et du coup, a priori, pas exactement dans votre bord à vous. Et pour autant, on peut quand même y trouver des choses politiques qui vont dépasser cette notion-là. Bah en fait, parce que c'est quand même politique, même quand c'est l'industrie qui le fait, même surtout quand c'est l'industrie qui le fait. En fait, elle a une vision du monde qui est peut-être pas forcément la nôtre, mais ça existe. Et puis en fait, je vais faire la réponse un peu marxiste de base, quoi. Mais en fait, quand t'es, moi, je me revendique, j'ai plus d'une formation matérialiste, marxiste, donc moi, ça m'intéresse les conditions de production, l'idéologie, ce genre de choses. Et voilà, bon, on se dit pas que c'est la seule façon de voir les choses, mais c'est ma façon de voir les choses. En fait, quand t'es marxiste, tu fais que parler du capital, en fait. C'est le bouquin de Marx le plus connu, il me semble, qui s'appelle Capital même d'ailleurs. Du coup, ça me paraît normal de dire, bah oui, c'est évidemment que c'est produit par un système économique que je critique, voire que je combats. Mais ça veut pas dire que c'est pas que ils ont rien à dire et qu'il se passe pas des choses dedans. Et surtout, c'est pas monolithique, c'est-à-dire que oui, ok, genre tu prends même les blockbusters les plus commerciaux, industriels et tout, et ben ils disent pas tous la même chose. Il y a pas des mecs se réunis, il y a pas genre 6 mecs se réunissent dans une salle avec des cagoules et qui font mes frères, nous cette année dans les blockbusters nous allons avancer telle idéologie. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait, évidemment que non. Tu sais pas. Tu sais. Est-ce qu'on en est sûr? Non, c'est vrai, on ne sait pas, vu que c'est secret et que c'est un complot. Ce qui prouve que c'est un complot. Ils veulent que tu penses comme ça. Peut-être je suis payé par le complot. Ça a pris une drôle de tournure. C'est pas ce qu'on attendait du tout. Oui, bah, je dirais un peu pareil. Oui, c'est ça, surtout les jeux vidéo. Il me semble qu'il y a une vidéo de Bolchegeek, tu me corriges si je me trompe, qui parle de comment l'industrie du cinéma a commencé en même temps que les premiers syndicats. Je crois que à chaque fois, je crois que c'est toi qui as fait cette vidéo, mais c'est Sophia. Et à chaque fois, je te le dis, je me Ah oui, trompe. peut-être plutôt. Ouais. Voilà. Il me semble que effectivement l'industrie du cinéma a commencé en même temps que les premiers syndicats. Donc très vite, il y a eu des syndicats du cinéma, etc., etc. Alors que le jeu vidéo.
Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment une industrie au service du capital qui joue sur la passion, qui joue sur vraiment des termes et des notions pour te faire bosser un Vivre maximum. de sa passion. Voilà. Mais néanmoins, il y a quand même des voix. Et en plus, comme c'est un travail de groupe, on évite de faire ressortir une voix plutôt qu'une autre, à part si c'est pour starifier la personne, etc. Mais il y a quand même des notions et des voix qui se font entendre à l'intérieur de ça. Alors encore plus depuis l'avènement des jeux vidéo indépendants, évidemment. Mais il y a quand même toujours eu un peu des coups de pression, je sais pas, des mots politiques qui sont sortis. Je pense notamment à FF7, enfin, je veux dire, qui était en plein milieu de la série des Final Fantasy. Et qui a un gros message. Enfin, on joue du côté des poseurs de bombes écolo vénères, quoi. Ouais, éco-terroriste, c'est ça que je cherchais. Donc il y a quand même, et c'était, alors quand est-ce qu'il dans les fins des années 90. Donc et c'était une grosse boîte. Je sais plus si c'était Square ou déjà Square Enix à l'époque. Je me rappelle plus. Moi, je me rappelle juste du boîtier qui était déjà, je crois, marqué Square Enix dessus. Donc, Ah bah alors Square Enix, c'était quand même une grosse boîte. Et pourtant, il y a eu cette voie-là. Et il y a plein de... Je pense que ça marche aussi pour les blockbusters. Il y a plein de gros jeux qu'on appelle des grosses sorties, des AAA, qui ont quand même un message politique inattendu, en tout cas à l'intérieur, quoi. Alors, j'ai une petite phrase par rapport à ça dont j'aime bien parler. Je dis souvent que l'industrie du jeu vidéo, alors surtout en région, mais ça peut être ailleurs aussi, est souvent, comment dire, des gens de gauche qui participent à une économie de droite. Dans tous les cas. On est d'accord ? C'est sûr. Ok, c'est bon, ça a été validé. Du coup, tu parlais de la notion de syndicat qui serait synchrone un peu avec l'arrivée du cinéma. Et justement, au-delà là, d'un point de vue un peu ahistorique, on peut imaginer qu'il y a une construction qui s'est faite dans le temps entre comment ces deux industries, le cinéma ou le jeu vidéo. Est-ce que vous arrivez à identifier comme ça un peu des grandes scansions? Alors le cinéma, ça paraît tellement vaste que ça paraît très très long de faire toutes les étapes. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait quand même se dire qu'il y a eu des grandes étapes dans l'interaction entre cette économie du divertissement et puis un regard plus politique à la fois sur les contenus et sur les conditions de production? Je pense plutôt aux jeux vidéo où j'ai l'impression dans ce que tu disais déjà que on a commencé par s'en foutre en très gros, et puis est-ce que c'est un peu ça ou est-ce que le jeu vidéo, ça va être beaucoup plus simple que pour toi, hein, parce que j'ai effectivement moins de temps. Déjà, il y a le avant Pong, c'était vraiment les gars sur leur PC. C'était déjà éminemment politique parce que les premiers jeux quand même ont été faits par des mecs pendant la guerre froide qui s'emmerdaient devant leur PC de l'époque. Donc la naissance même du jeu vidéo, c'est quand même ultra politique. Et dès que ça a été commercialisé, donc on est passé aux salles d'arcade, le jeu vidéo était un jouet. Donc c'était une industrie qui marchait bien, mais voilà. Jusqu'en 1983, premier crash du jeu vidéo. Ça s'effondre parce que les gens font n'importe quoi. Enfin, les producteurs de jeux vidéo font n'importe quoi, Atari notamment. Suite à ça, c'est l'avènement des consoles de salon. Donc la fameuse guerre des consoles qu'on a connue peut-être pas tous dans les années 90. Et là, donc on est sur un marché en tension internationale où déjà le jeu vidéo a une certaine notoriété. Donc je pense que déjà ça commence à surfer sur la passion les gens qui travaillent dans le jeu vidéo à ce moment-là sont déjà des passionnés de ce médium-là. Et il faut cravacher, quoi. Il faut cravacher, parce que il y a quand même une guerre des consoles à mener, donc c'est fort comme terme, le mot guerre, quoi. C'est vraiment des petits soldats, les gens qui travaillent pour le jeu vidéo. Les syndicats, on n'a pas le temps. Enfin, vraiment, laisse tomber, quoi. Et ça a vraiment ancré, structuré même l'industrie du jeu vidéo qu'on connaît aujourd'hui. Après ça, je dirais qu'il y a juste avant 2010, 2007, 2008, même avant un peu, 2005, les jeux indés qui ont commencé. Donc là, tous les passionnés des années 90 font un burn-out, quelques-uns, et se disent, mais en fait, est-ce que je peux pas faire des jeux vidéo plus simples de mon côté et
le fait que les technologies soient plus accessibles, donc encore une fois quelque chose de très politique. Les technologies sont plus accessibles, Internet arrive, donc on peut non seulement bidouiller un petit jeu de son côté et en plus le mettre en ligne. C'est cool, ça se lance. Mais pareil, quand tu es indépendant, tu te syndiques pas, tu te syndiques où? Parce qu'il n'y a toujours pas de syndicat des jeux vidéo à ce moment-là. Donc c'est très compliqué. Et ensuite, on en est toujours un peu à cette période-là. Je dirais quand même que niveau politisation du jeu vidéo, le Gamergate a été très important. Parce que c'est là qu'on a découvert que ah ouais, j'ai vraiment un hobby de gros fasciste en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux revenir en 2 mots du coup sur ça? Yes, en Si 2 c'est mots. possible. Gamergate, voilà. Le Gamergate, c'est une énorme vague de haine à la base qui est arrivée dans les années 2013, 2013, je dirais, au pif. En gros, une femme Forcément. a eu l'audace. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont mélangées. Il y a eu un problème avec les journalistes de jeux vidéo qui étaient accusés, parce que c'était la période faste, ont été accusés d'être comment on dit, en committance avec les éditeurs et donc de bien noter leurs jeux. Et ça a pas Dans des trop- conflits d'intérêts. conflit d'intérêts, voilà. Donc ça n'a pas trop plu. Donc il y a eu ça d'un côté et il y a eu énormément de haine contre les femmes parce qu'il y avait une journaliste qui était en cause et une autre. Alors attends, j'espère que je confonds pas plusieurs histoires. Et une vidéaste américaine au même moment a lancé un crowdfunding pour parler féminisme et jeux vidéo. Donc, elle a réussi, elle a eu son crowdfunding et tout, mais on sent qu'il y a quand même un début de sorte d'ébullition politique, en fait. À ce moment-là, il y a vraiment tout qui arrive en même temps. Qui est plus assumé. Et voilà, et ça a fait sortir les loups de la bergerie. C'est vraiment, là, t'as tous les masques qui sont tombés. Tous ces mecs qui avaient l'air plus ou moins sympas sur les forums, en fait, ont commencé à dire non, mais les nanas à la cuisine, faites des sandwichs, quoi. Ça vient vraiment, ça a vraiment En explosé. 2013. Comment? En 2013. 2013? Aux ben, alentours c'était ça. de 2013. Ouais, c'est ça. Et ça s'est concrétisé en France avec l'agression d'une journaliste qui s'appelait, son pseudo était Marlar, qui a vécu un harcèlement. Enfin, vraiment, les femmes étaient harcelées. Si les femmes jouaient aux jeux vidéo à ce moment-là et le disaient publiquement, elles étaient presque automatiquement harcelées, quoi. Donc ça, c'était très dur sur le coup. Mais ça a engendré une sorte de vague opposée. Tu vois, vraiment, il y a des gens qui se sont revendiqués à l'opposé de ça et de dire bah non, moi je suis giga queer, je suis giga féministe, je suis giga à l'opposé de ces gars-là. Et c'était limite important de montrer qu'on était à l'opposé de ces gars-là, justement. Donc je pense que ça a quand même si c'est pas dans l'industrie directement, mais plutôt dans la communauté autour, ça a quand même marqué politiquement le jeu vidéo, puisqu'après on a eu ces histoires de crunch, défendre une certaine vision du jeu vidéo, et je pense que vraiment ça a marqué les esprits, le Gamergate. Mais ça a fini par avoir une incidence même sur les développeurs et développeuses après, donc... Oui, donc forcément. Ouais. Là, du coup, tu parles surtout conditions de production ou communauté qui entoure, mais sur le fait que même que le contenu jeu vidéo, enfin que tel ou tel jeu vidéo soit perçu d'un point de vue politique, est-ce que c'est quelque chose qui, malgré tout, est là depuis le début, ou c'est quelque chose qui arrive progressivement, et est-ce qu'on pourrait avoir comme ça des jalons, ou c'est beaucoup trop diffus peut-être pour... Ouais, c'est très progressif, mais tu vois, je pense que le Gamergate, là, vraiment, on s'est dit, ok, je veux pas jouer au jeu de ce mec-là. Donc c'est très politique en fait de faire ça, et au contraire je vais plutôt acheter le jeu de ce petit groupe de personnes qui a quitté ce studio suite au harcèlement, où il y a quand même eu des prises de conscience quand même à ce moment-là, je pense. Et d'ailleurs le peu de syndicats qu'on a eu jeux vidéo ont commencé à naître à ce moment-là, juste après, je pense. Ok. Et alors du côté cinéma?
Oui, bah, c'est bien, j'ai eu le temps de réfléchir. Non, mais en plus, je suis pas du tout spécialiste de l'histoire du cinéma, mais c'est clair que c'est criant que c'est pas les mêmes périodes et que c'est pas la même histoire, parce que bon, évidemment, sans remonter jusque à la différence, invention du cinématographe, qui est juste une technologie, donc qui a pas vraiment, il y a pas d'art qui va avec, et le moment où ça devient un art et tout machin, bon, il y a tout un truc qui se passe. Déjà, c'est une culture qui est purement industrielle, effectivement, à une époque où quand même, ça se développe, donc il y a des syndicats qui sont très très forts. Donc très vite, en fait, le cinéma qui est une industrie est une industrie qui est extrêmement syndiquée. Et ça, c'est un peu partout comme ça. Et c'est une industrie qui est très vite politique. C'est-à-dire qu'enfin, de toute façon, de fait, parce que déjà, c'est investi par des gens qui ont des visions politiques, mais en fait, par exemple, tous les pouvoirs, en fait, savent très bien tout de suite à quel point c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on sait le poids de Hollywood dans le soft power américain et tout, je refais pas le truc, c'est assez évident, mais à l'époque, enfin, genre, il y a encore, à partir de 17, il y a quand même un autre pays qui s'appelle l'URSS, et il y a plein de pays qui commencent à faire chier un petit peu partout, et ils se disent quasiment tous, et surtout l'URSS, c'est-à-dire le cinéma, ça défonce, faut absolument en faire à fond. Et puis en fait, il y a tout le temps ça, c'est-à-dire même, genre, y compris en Asie, y compris les nazis aussi, parce que voilà, enfin, les nazis évidemment arrivent au pouvoir, Leni Riefenstahl à fond et tout machin, et évidemment, personne à l'époque s'est dit, regarder un film de Leni Riefenstahl en se disant, ah bah non, vous politisez le cinéma, c'est chiant. Enfin, genre, enfin, en fait, c'est évident que c'est parcouru de politique, et c'est presque même le truc inverse, qui est qu'il y a eu des moments où il a fallu, je parle très globalement, hein, et il a fallu mettre un peu comment on dit, resserrer le verrou, quoi, parce que en termes de, c'est quand même des industries où, bon, comme beaucoup d'industries artistiques, même si souvent c'est des bourgeois, mais quoique ça n'a pas toujours été le cas dans le cinéma, c'est quand même en général des gens plutôt plus progressistes que la moyenne, quel que soit le pays, parce que voilà, c'est les milieux culturels qui sont comme ça. Hollywood, c'était pour être communiste, c'était n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, il y a eu Chasse aux sorcières, il y a eu le code Hays aux États-Unis, parce qu'en fait, il fallait mettre un code Hays qui était un code de censure qui a duré des décennies et qui a des impacts quasiment on pourrait considérer jusqu'à maintenant, puisqu'il a créé tout un tas de tropes et de choses, voilà, qui imprègne encore le cinéma hollywoodien, qui était un truc ultra puritain, alors déjà sur les questions de nudité, de sexualité et tout. Alors bon, maintenant on a dépassé un petit peu ça, mais qui était ultra raciste, ultra homophobe, vraiment, genre c'était interdit, quoi. Et ce qui est d'ailleurs un truc, c'est là où tu vois que les gens qui gueulent un peu là-dessus maintenant, alors beaucoup dans le jeu vidéo, mais aussi sur le cinéma et les séries, dire genre, ah mais vous commencez à foutre partout des personnages homosexuels ou des personnages noirs ou des romances de tel type et tout. Oui, mais en fait, c'est juste avant il y en avait moins, parce que c'était interdit, en fait. Il y a des décennies, c'était juste illégal, et c'était même illégal, on parle d'États-Unis, où c'est illégal d'être gay, en fait. C'est même pas juste, c'est illégal de le représenter, genre, enfin, on part quand même de très très loin. Donc il y a eu quand même des coups de réactionnaires comme ça, qui ont plutôt dû calmer un petit peu les choses. Parce que en fait, le cinéma, ouais, était surinvesti par ça, et il a toujours été. Ça tient jamais, hein. De toute façon, la censure et le puritanisme et ce genre de choses, ça ne marche pas du tout. Donc, parce qu'après, évidemment, tu as les années 60-70, où les jeux vidéo sont pas encore là, à ce moment-là, enfin, commencent à arriver, mais c'est pas l'explosion, qui sont des moments d'effervescence pour le cinéma partout dans le monde, où justement on casse les vieux codes, on commence à sortir de ce genre de conneries, type le code Hays et ce genre de choses, et le jeu vidéo, ils arrivent après, et c'est criant, parce qu'en fait, c'est un produit des années 80. Je vais faire mon truc de les années 80, l'origine du mal, mais que je fais à chaque fois que je fais une intervention, je dis du mal des années 80. Mais enfin, c'est clairement un produit des années 80, et avec tout le contexte justement c'est une industrie de haute technologie jeune, donc tout le côté un peu pré-Silicon Valley du truc, le mythe du self-made man que tu retrouves jusque dans le jeu indé maintenant, ce truc de la passion, de machin, c'est vraiment un produit de l'ultralibéralisme des années 80. Et c'est en train de changer, et même je trouve que c'est intéressant le jeu vidéo là-dessus, parce que comme c'est une industrie qui est plus jeune et qui vient vraiment de ce moment-là de notre histoire économique, j'ai l'impression qu'il y a un rattrapage express. Et c'est assez impressionnant. En fait, on en parlait avec des gens justement avec des devs qui étaient et des gens du STJV ou des trucs comme ça. En fait, c'est ouf parce qu'en fait, tu passes c'est le Far West, genre c'est n'importe quoi, à
quand même, il va falloir structurer un peu le secteur, et du coup, tu te retrouves avec des syndicats qui sont en fait pas des syndicats, qui sont ce qu'on appellerait plutôt des corporations, c'est-à-dire des groupes. En France, je crois que c'est le CEL et comment SNJV, Ouais, qui non, sont pas en des fait, syndicats. ouais, voilà, c'est ça, mais qui sont en fait des choses qui représentent le secteur, des fois peut-être même positivement, c'est-à-dire que peut-être ça a fait avancer pendant un temps le secteur tout entier, peut-être, mais en tout cas, c'est le but de base. Et après, tu as l'étape suivante qui est, oui, mais quand dans le secteur lui-même, il y a des intérêts divergents, qui sont les intérêts des éditeurs, ou des gros éditeurs, ou des patrons, et ceux des développeurs, je sais pas, des programmeuses, de n'importe quoi, et ben là, ça peut plus être dans la même enfin, on est dans la même corporation, mais on a le même maillot, mais on a pas la même passion, quoi. Et là, du coup, il y a quoi? Des syndicats, des vrais syndicats, c'est-à-dire qui défendent les travailleuses et les travailleurs du jeu vidéo. Et c'est assez ouf de voir à quel point ils sont en train de rattraper toutes les étapes en speedrun du C'est truc, quoi. intrinsèque, le speedrun. Et je dirais qu'il y a juste un point sur lequel cinéma et jeux vidéo ont vraiment été super proches, la même croissance et tout. C'est que dès le début de l'industrialisation, c'est le moment où on a viré toutes les meufs. Oubliez, ça n'existe pas, c'est pas pour vous, au revoir. Tu Vraiment. veux dire que le jeu vidéo, dans sa première période, il y Ouais. avait plus de filles qui étaient. Ouais, il y avait plus de femmes. femmes Alors en qui fait, étaient c'est dedans. l'informatique. Ouais. À la base, c'était considéré comme un travail de secrétariat, etc. Donc les premières codeuses étaient des femmes parce qu'il fallait faire des trous dans des cartes et que c'était considéré comme pas très intéressant. Dès lors que ça s'est industrialisé et donc plus tard le jeu vidéo, là, allez, cassez-vous les meufs, cuisine, sandwich. Et le cinéma, c'est pareil en fait. Au début, il y avait genre Alice Guy, tout ça qui faisait. Et hop, on les a oubliés, mais avec une facilité indécente. Alors, très bon exemple, puisqu'on montre le film sur Alice Guy la semaine prochaine, ici. Donc, effectivement, il y a cette idée qui est effectivement dans le cinéma, mais qui est tellement vaste, effectivement, parce que tu dis que c'est long, puis c'est mondial. Donc, il y a aussi l'idée d'aller retrouver en fait, des histoires perdues, des histoires oubliées. On a commencé aussi à retrouver qu'il y avait des réalisatrices à Hollywood, même dans des décennies où ça n'était pas du tout, quoi. Donc effectivement. Après, moi, je me posais une dernière question sur cet aspect très politique sur ces deux médiums qui me paraît assez différent, ou peut-être pas tant que ça. C'est le lien des États par rapport à la production. Donc effectivement, tu parlais du côté un peu propagande, des nazis, de tout ça. Effectivement, le cinéma a toujours eu à faire avec ça. Mais au-delà de ça, dans ces conditions de production, le cinéma, par exemple, en tous les cas en France, CNC, enfin voilà, il y a une l'État est vraiment le financeur, même si le CNC est une structure un peu à part. Voilà, en tous les cas, c'est très financé par l'État. Le jeu vidéo, j'ai l'impression, dans ce que j'en sais, je suis moins spécialiste que vous, il n'y avait pas tant et que ça vient. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des fonds, l'État français, en tous les cas, commence à rentrer dedans. Et du coup, voilà, qu'est-ce que ça augure voilà, qu'est-ce que ça dit aussi à cet endroit-là de la politique? D'être un peu le soft power de son pays, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les jeux vidéo, il y a pas mal d'aides. Donc, il y a le CNC qui s'y met. Et il y a aussi des aides de région. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui ont des jeux à développer, etc. Il y a pas mal d'associations pro dans les régions et il y a des aides des régions. Je pense que le jeu vidéo, il a un gros problème de légitimité culturelle. Comme je le disais tout à l'heure, c'était quand même à la base du jouet. C'était considéré comme un jouet technologique, mais un jouet quand même. C'était pour les enfants. Et au fur et à mesure que le jeu vidéo va gagner sa légitimité, et bah oui, ça va débloquer les regards des financeurs, de l'État, etc. Et depuis que le jeu vidéo, comme l'ont démontré le CEL et le SNJV, comme quoi ils peuvent amener des bonnes choses, depuis que le jeu vidéo, c'est le premier divertissement des Français et ça pète des records, c'est au-dessus du cinéma, je crois, en termes de revenus. Le cinéma, la musique. Allez, on vous enterre là. Allez. Et depuis que c'est reconnu comme ça, là, comme par hasard, il y a un intérêt, il y a les ministres de la Culture qui se déplacent. Il y avait Bachelot qui est venu il n'y a pas très longtemps à Lyon. Elle a fait le tour de certains studios. Ouais. Parce que du coup, alors, je te laisse terminer. Puis après... juste, et j'allais dire, oui, il donne des médailles, les Pégases. Les Pégases. Il y a Muriel Tramis, qui était une des femmes oubliées par le jeu vidéo, qui a reçu comment on dit, chevalier d'honneur, une distinction, médaille. C'est Audrey Leprince qui a reçu aussi, l'année dernière. Parce qu'elle a fait, entre autres, parce qu'elle a son travail avec Common Games dans l'industrie. C'est ça, une association donc qui promeut la mixité dans le jeu vidéo.
Et donc, au fur et à mesure que le jeu vidéo gagne de l'argent, et ben, en fait, il gagne de la légitimité. Et à partir de là, ça se débloque. Mais effectivement, donc les financements se débloquent. Mais du coup, le propos, il faut blesser personne. Ça dépend. Après, ça dépend tellement des régions et des associations. Mais le contre-coup de ça, c'est que qui a les clés du coffre où il y a toute la thune, c'est des gens qui veulent être sympas avec les politiques, donc il faut pas trop être méchant. Je rajouterais même également, il y a plusieurs points, c'est que du coup, il y a des subventions qui sont effectivement publiques. La majorité sont des subventions également privées. Et aujourd'hui, c'est encore très rare quand même d'avoir des personnes qui font partie des comités de subvention qui sont de l'écosystème du jeu vidéo. Donc, c'est des personnes qui vont peut-être avoir un regard sur les dossiers qui ne va pas forcément être très connaisseur en fait, de l'industrie, des nécessités et tout simplement des jeux. Les jeux vidéo étant considérés comme un investissement à risque, alors qu'en fait, pas plus que le cinéma ou autre, mais ça va être tendance à être encore difficile de choisir ce genre de projet, ne serait-ce que pour les banques. Et c'est très inégalitaire parce que ça va dépendre aussi des régions. Il y a des régions qui vont être très riches, qui vont être très considérées comme étant porteuses par les métropoles et les régions. Île-de-France, Bordeaux, Lyon, etc. Aura. Bordeaux, je suis désolée, je me rappelle juste plus de la région bordelaise. Nouvelle-Aquitaine, merci beaucoup. Et après, effectivement, il y a toutes les autres régions qui vont être un peu plus mises de côté, on va dire, qui en ont quand même, mais qui vont devoir un peu faire avec ce qu'elles ont, en quelque sorte. Voilà. Et du coup, justement, sur ce lien entre cinéma et État français, en tout cas, parce que c'est très divers dans les différents pays. Mais Oui, carrément. Après, le cinéma, oui, ça a clairement été repris par les États très 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 vite. Et effectivement, y compris la France, pas que par le système de subvention, parce que je disais Code Hayes, mais parce que c'est les ricains, que c'est Hollywood. Mais en fait, sous De Gaulle, ça rigolait pas, quoi. Dans la période ORTF, cinéma, il y avait des trucs... y a des notamment trucs les films sur la guerre d'Algérie. Ah bah oui, il y a eu complètement. des Mais de films toute façon, interdits pendant très longtemps. Oui, carrément. Et là encore, c'est là où tu vois que c'est pervers. C'est qu'en fait, encore maintenant, va faire un film sur la guerre d'Algérie, quoi. Vraiment. Hein. Genre, je prends l'exemple tout le temps. C'est évident que les Américains ont fait plus de films sur le Vietnam qu'on en a fait sur l'Algérie. Genre, même rapporté à tout ce que tu veux, à la population, au PIB, à ce que tu veux, ça marche pas. Il y a des blocages comme ça. Il y a des liens en fait comme ça qui sont pas forcément, alors sous De Gaulle c'était de la censure stricte, hein, mais là qui sont pas vraiment de la censure, qui est juste ça sera pas financé parce que justement c'est trop clivant, des trucs comme ça. Et ça, tu as toujours eu ça. Et puis voilà, le cinéma a toujours été utilisé directement par les États. C'est vrai pour l'URSS, c'est vrai pour les nazis, c'est vrai pour les États-Unis et tout. Mais après, c'est pas forcément que des histoires de propagande ou quoi. Soft power, c'est un terme que je trouve vraiment très très mal, très très galvaudé en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent justement qu'en fait c'est vraiment qu'il associe vraiment à un truc de propagande pure. Soft power, c'est l'influence, l'aura de ton pays par différents biais, notamment culturels, sur le reste du monde. C'est pour ça que c'est un pouvoir soft. Hard power, c'est tu bombardes et voilà. Et soft power, c'est tu construis des McDo sur les ruines. Mais ça, c'est la méthode américaine. Mais en fait, il y a plein de soft power. Par exemple, tu prends alors la Chine, qui a un cinéma qui est très très fort, surtout maintenant qui est en train de se booster à mort là-dessus. C'est un cinéma qui est très orienté et qui défend des valeurs et des choses comme ça, d'autant que c'est un pays qui est très autoritaire et du coup a des politiques de censure très très fortes. Tu vois, d'ailleurs, le cinéma de Hong Kong est complètement tué depuis très très longtemps, qui est un cinéma beaucoup plus rebelle, contestataire, un peu punk et tout. Mais il y a un autre truc, c'est pas juste ils produisent leurs propres films, et qu'ils commencent à percer à l'international. C'est que tout le monde rêve d'aller sur le marché chinois. Parce que c'est un marché de ouf. Du coup, maintenant, tu as un soft power chinois qui est juste ok, vous voulez que votre film, votre gros blockbuster machin, il soit sur notre sol. D'accord, mais il faut pas qu'il y ait ça dedans. Et en fait, ils ont même pas besoin de le dire. C'est-à-dire que maintenant, les gens le font d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent non, on va pas mettre ça parce que les Chinois, ils vont jamais flouir. Et tu le fais pas. Et ça va. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de partenariats comme ça. Où en fait, le dernier exemple dont il a été question, c'est Astérix et l'Empire du Milieu. Ils l'ont diffusé en Chine, ça où justement, il y avait des enjeux de coproduction qui n'ont finalement pas pris. Ah oui, d'accord. Mais l'objectif, c'était ça à la base. C'était d'aller conquérir ce Ah bah oui, mais c'est rêvé. C'est un truc rêvé. Et ça va être juste, déjà, pas dire du mal de la Chine, ce qui, bon, à la limite, est de bonne guerre. Mais ça va être des trucs, je crois, par exemple, les bisous homosexuels, ils aiment pas trop. En tout cas, le comité de censure, ils aiment pas trop ce genre de trucs. Mais ça va être aussi, par exemple, Iron Man 3. Je prends cet exemple-là souvent. Le mandarin, qui est l'ennemi juré d'Iron Man dans la BD, c'est vraiment Fu Manchu, quoi. C'est vraiment un truc un peu raciste envers la Chine et tout de base. Ils auraient pu l'adapter plein de fois. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont attendu le 3e film pour le sortir et ils en ont fait une espèce de Ben Laden. Et avec en plus un twist qui est qu'en fait, il y a une manipulation des États-Unis eux-mêmes, il y a un ennemi intérieur et tout. Et du coup, c'est plus un Chinois.
Et en fait, c'est un film qui a une coprode avec la Chine, et notamment au point que dans le film, vous verrez des acteurs chinois qui ont des micro-rôles. Genre le médecin qui sauve Iron Man à un moment, il est chinois, et en fait, c'est un mec qui est giga connu en Chine. Sauf que vous le voyez 2 secondes, mais en fait, dans la version chinoise, il y a des scènes en plus où il est avec Tony Stark, où ils sont là, oui, on fait des trucs et tout. Et en fait, juste pour les mettre à l'affiche, et en fait, ça aussi, c'est du soft power assez indirect, en fait, parce que tu as le poids du marché ou ce genre de choses. Et il y aurait plein de trucs aussi, genre, notamment le lien avec l'armée, parce que ça, je sais que dans le jeu vidéo, c'est un truc de ouf. C'est pas forcément l'État directement, ça peut être l'armée. Et en fait, l'armée, alors je sais pas s'ils financent directement des jeux vidéo, mais je sais qu'il y a des histoires d'avoir les droits d'utiliser tel ou tel C'est truc. ça, c'est des sortes de droits d'auteur en fait. Quand il y a Ouais. des armes dans les jeux vidéo, en fait, Mm. il y a une partie qui, en fait, ils payent le droit d'usage, enfin, le droit de Ouais. montrer l'arme. Enfin, il y a un truc un peu flou à l'armée, quoi. Ouais, carrément. Et je crois même qu'ils payent pour avoir certains trucs mis en avant, certaines technologies ou certains trucs de l'armée et tout. Ça, je sais. T'as des choses comme ça. Et t'as ça au cinéma aussi, où des fois, en fait, il y a des films où il y a notamment les films d'action, si vous aimez bien les films d'action comme moi. Il y a des fois, il y a des armes dans des films qui sont vraiment, en fait, c'est juste littéralement un contrat avec une société de marchands d'armes, en fait. Pour, genre, dans Expendables, le mec qui arrive avec son fusil à pompe avec les 2 grosses espèces de camemberts comme ça. En fait, c'est une entreprise qui paye pour qu'on mette en avant cette arme qui est complètement débile et qui vont vendre. Derrière, mais l'armée, ça peut être ben en fait, ils vont te prêter des tanks, ils vont te prêter des hélicos et tout. Et sauf que toi, t'as envie de faire un film où il y a des tanks et des hélicos, genre t'es Michael Bay, tu vois. Tu fais Transformers, t'as envie que dans le désert, il y ait des vrais tanks et des hélicos et des vrais Marines, peut-être, qui jouent dedans, qui savent bien bouger comme des Marines, qui sont compétents et tout. Bah, t'as pas envie de fâcher l'armée. Et en fait, c'est assez lunaire ce genre de truc parce qu'il y a des fois des trucs étonnants du style. Et les Chinois font pareil. Hein, il y a des trucs, genre tous les films de, comment il s'appelle, Chang Yimou ou Hiro, où ils alignent des milliers de mecs en armure et tout. En fait, c'est des soldats de l'armée chinoise. Mais bon, faut être bien avec le régime. Et Chang Yimou, il a fait l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, donc je pense qu'il est assez bien avec le régime. Mais t'as des trucs du style. Marvel a perdu, je sais pas s'ils l'ont récupéré son partenariat avec l'armée. Ils ont plus le droit d'utiliser des vrais tanks et des trucs comme ça à cause de Avengers. Parce que dans Avengers, l'armée, quand les méchants arrivent à la fin, énorme spoiler très intéressant, il y a les méchants qui arrivent à la fin par une faillite dimensionnelle et l'armée, ils font faut envoyer une bombe nucléaire, c'est tout ce qu'on sait faire, on est des gros débiles et tout. Et les super-héros, ils font non, nous allons empêcher ça. Et du coup, l'armée n'est pas mise en valeur et du coup, l'armée a dit bah, ok, vous allez vous faire foutre avec les hélicoptères. Et du coup, heureusement, ils ont le shield et ils font des faux hélicoptères et tout. Et en fait, des fois, ça tient à rien, quoi. C'est le côté sponsor, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui les tient, c'est en fait, ils sont pas directement payés par l'armée qui leur a écrit des scripts. C'est juste si tu veux utiliser le truc, ben t'es tenté de dire bah non, de défendre l'image de l'armée américaine au travers du monde. Ouais. Ok. Alors, moi, j'ai juste une question. Parce que du coup, on a expliqué effectivement comment c'était lié politiquement, les contraintes également. Est-ce que vous avez des exemples de productions qui sont malgré tout restées engagées, qui sont arrivées à passer au-delà des mailles du filet? Je vois que tu as ton petit carnet. J'ai écrit bagarre, binge, aquarium. D'une manière générale, donc des jeux qui seraient passés. Qui sont engagés, qui ont réussi à passer ou qui ont réussi à jouer le jeu des politiques et des financements pour produire quelque chose d'engagé avec un véritable message. Bah, y a toutes les productions de Accidental Queens, déjà. Forcément. Qui sont très engagés. Le studio est engagé et produit des jeux qui reflètent qui elles sont vraiment. Donc, c'est forcément aussi engagé. Et il y a pas mal quand même de jeux de studios indépendants qui marquent leurs œuvres par leurs convictions. Et c'est cool parce que c'est honnête, c'est sincère et ça change d'autres gros studios qui disent... Qui te font du cyberpunk, par exemple, au hasard, et qui te disent non, mais il n'y a pas de politique dedans, alors que le cyberpunk, c'est le but, c'est de dire, hey, il y a le mot punk dedans. Ouais, je veux dire, ça m'énerve. Donc ouais, il y aurait Accidental Queens. En fait, c'est pas ça que j'ai listé, mais je réfléchis fort. Il y a Monkey Moon aussi. Ah, je connais pas. Studio Monkey Moon qui a développé la dernière production, c'était Flat Eye. Qui était une critique justement sur en fait la position par rapport aux intelligences artificielles et en gros c'est le monde du travail dans le capitalisme moderne, mais c'est plus un capitalisme dystopique. On va gérer justement une station de service, mais on va vite se rendre compte un peu de l'exploitation en fait humaine que c'est le travail dans le capitalisme, et on va rencontrer plusieurs personnages qui vont nous faire un peu ouvrir les yeux avec toujours cette IA en narration qui est un peu là en mode oui t'inquiète, les écoute pas.
Virez-les vite fait, ça ira mieux, quoi. Et Donc, le jeu était mis à dispo la dernière fois. le jeu a été ici. mis à dispo la dernière fois, effectivement, ça a été créé par un studio lyonnais. Donc Monkey Moon, c'est Laurent Victorino qui a fait son fameux discours au Pégase 2 années Oui. de suite où À chaque fois, quand il le voit arriver, c'est il ça, commence à... il tire des balles en l'air sur l'industrie qui est fortement de Il est droite trop. parfois et tout en faisant son discours en recevant le Pégase, ce que je trouve absolument incroyable. Et effectivement, et il a fait Nightcall aussi. Ah oui, très chouette. Je dirais qu'il y a le studio Outer Ways aussi, qui fait pas mal de jeux, de petits jeux. Il n'y a pas trop de définition pour petits jeux, un petit scope, sur plein de choses. Je pense aussi aux jeux un peu écolo, mais dans le sens où on va prendre soin d'eux, les jeux de care, etc. Et j'ai un contre-exemple malheureux. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont joué à Papers, Please de Lucas Pope. Et ben en fait, pour réaliser à quel point on ne veut pas de politique dans le jeu vidéo, donc Papers, Please, pour les gens qui connaissent pas, on joue un agent de douane dans un état dystopique qui clairement ressemble à l'URSS, pour d'autres pays également, où on va contrôler le passeport de gens qui essayent de rentrer dans le pays. Et on va les approuver ou pas. Donc au début, c'est très simple, il suffit qu'il y ait une signature, ceci, cela. Bon, on regarde juste si c'est en ordre. Et puis des fois, il y a des gens qui vont se présenter, le bébé dans les bras, et qui vont dire, je sais, je suis pas, il me manque un tampon, mais j'ai vraiment besoin de rejoindre, de passer la frontière. Enfin, et on va rajouter de l'affect comme ça. Ça, c'est pas politique. Et ben Lucas Pope a dit non, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste les mécaniques. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est là la différence entre politique et militant, ce qui fait que du coup ce jeu n'est pas militant, effectivement. Bah si tu veux Lucas, c'est pas militant, t'as pas voulu ok, il y avait pas de message dans ton jeu. C'est pas militant si t'es enfin c'est pas militant si au final t'as le choix et que tu peux choisir, enfin tu vois, t'as le choix, ouais. T'as le choix, mais t'as le tu peux choix choisir du coup de vraiment passer sur le truc carré et laisser passer Ah ouais, personne ouais. et T'as le laisser choix faire d'être ok. super carré, ouais. Donc effectivement, mais c'est ultra politique. Pourquoi? En fait, parce qu'il a eu l'idée de ce jeu parce qu'il prenait beaucoup l'avion à ce moment-là de sa vie. Et à chaque fois qu'il se faisait checker ses papiers, il se disait mais c'est rigolo, c'est comme des mécaniques. Enfin, contrôle de tampon, contrôle de signature, puis il y a un jour où ça va changer, l'autre jour ça va redevenir. Et là, c'est très mécanique. Et moi, je suis développeur de jeu, ça m'amuse, je vais faire un jeu là-dessus. Mais tout l'habillage, pays autoritaire, froid, les couleurs marron et tout, rouge, gars, enfin quand même. En fait, involontairement, il a fait quelque chose d'ultra politique. Il a fait un jeu très très politique, mais pas militant. Enfin, pour lui, c'était pas militant. Il avait la tête dans le guidon et puis à la fin de la prod, il s'est mis en arrière un petit peu, il a regardé et fait. Les gens le verront pas. C'est politique, mon jeu. Sur un malentendu, ça passe. Et du coup, du côté cinéma, des grands exemples de... Et en fait, Si déjà, c'est il y en aurait possible. tellement, en fait. Mais Ouais. en fait, ça dépend ce qu'on entend par engagé. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas le voir exactement comme ça, c'est-à-dire dire ah, tel studio il est engagé au moins sur telle question, tel truc. En fait, tout le monde a une vision du monde, en gros, pour la faire large. Et en fait, il y a plein de choses qui sont politiquement fortes. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de jeux en fait, qui sont politiquement forts et que les auteurs le pensent comme ça ou non. C'est juste qu'ils produisent quelque chose. Moi, je crois très fort que les œuvres dépassent beaucoup leurs auteurs en fait. Et en fait, pardon, j'étais plus sur militant que politique. ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est un truc de définition, explicite. Je pense. Tu vois. Et justement, t'as pas que de l'indé, tu vois, évidemment que, je sais pas, moi j'ai l'impression que Kojima c'est engagé, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, ça dépend de ton truc d'engagé, mais c'est politique, il a pas l'air de s'en cacher. En plus, il a tué Shinzo Abe, non pas pour ceux qu'on la ref. Mais non, mais il y a un truc il se cache pas, en fait, d'avoir des thématiques, en fait, des choses comme ça, tu vois, The Last of Us, des trucs comme ça. Et tous les Fallout, déjà. Ouais, tous les Fallout, en fait, tu pourrais citer plein de trucs, quoi. Et est-ce que c'est engagé, ça? Ou est-ce qu'engagé, faut que ce soit. En fait, des fois, j'ai l'impression qu'engagé, ça veut juste dire militant chiant. C'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, tu vois, et enfin, là, t'as pas cité des trucs chiants, mais il y a un côté de genre, je vais faire volontairement tel truc avec tel message. Moi, j'ai un problème avec l'idée de message d'ailleurs dans le truc. Non, en fait, tu vas juste un truc qui a une vision du monde et qui a des choses peut-être même qui te dépassent un peu, que tu conscientises pas trop, et donc t'en as plein. Et dans le cinéma, en fait, ça vaudrait de la même façon. C'est-à-dire que, oui, évidemment, je pourrais prendre les trucs militants, relous. De base quoi, ou les trucs genre Ken Loach, ouais super, j'adore Ken Loach, hein, mais genre c'est évident, d'accord, merci, mais en fait ou alors prendre des trucs du style moi que j'aime
plus les trucs un peu John Carpenter, Paul Verhoeven, les trucs un petit peu plus punk et qui sont tellement en fait des brûlots bourrins, débiles, évidents d'engagement que je trouve ça trop cool. Mais en fait, tu peux le trouver dans plein de choses. En fait, tous les films sont un peu engagés. C'est-à-dire surtout maintenant, en plus, enfin maintenant, ça a toujours été un peu le cas, mais les blockbusters. En fait, il y a une industrie, mais en fait, il y a des gens différents qui les font. Et en plus, surtout, en fait, il y a tellement d'étapes que en fait, le produit final est toujours une espèce de chimère un peu bizarre qui colle des morceaux de trucs et où en fait il y a un bout du film où on va pouvoir faire passer un peu tel message, mais en fait ça va être un peu annulé par un autre truc et les films sont très contradictoires, surtout les films commerciaux et à grande échelle, parce que plus c'est gros, et c'est pareil dans les jeux vidéo, plus c'est gros, plus c'est difficile justement qu'il y ait une vision qui sorte, mais il y a des choses qui sortent. Et Tu aurais un exemple comme ça qui te viendrait de... Non, mais je sais pas. En fait, n'importe quel film N'importe Marvel. lequel. En plus, Marvel, pour faire les intéressants, ils font tout le temps. Genre, on parle d'une thématique super pertinente. Et un des trucs les plus évidents, c'est les Avengers avec Thanos, quoi. Où t'as ce truc de on va vers un effondrement parce qu'à cause des ressources et tout, machin. Et c'est une espèce de méchant qui répond à un truc comme ça. Ou les Batman de Nolan, qui sont vraiment le summum du truc de je veux être pertinent politiquement. Sur mon époque et tout, et où en fait il te fout Bane, en fait c'est occupé à Wall Street, le Joker il t'en fait une espèce de terroriste avec Batman qui fait une espèce de truc un peu à la est-ce que c'est légitime de surveiller les citoyens et tout machin. Il y a un truc très post année Bush et tout, et en fait il s'en cache pas du tout, et ça veut pas dire que est-ce que en fait en gros moi ce que j'aime pas c'est faire le jeu des boîtes en fait. Merde, je crois que c'est une question que vous vouliez poser, mais le truc de genre est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des trucs c'est évident. Mais en fait, voilà, c'est plus compliqué. Et je pense que les gens ont des engagements aussi plus spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des films qui vont être engagés sur tel truc, pas sur d'autres. Et voilà. Et bon, évidemment que dans l'indé, de manière générale, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, tu as plus de liberté. Parce que tu as moins de moyens, tu as moins de personnes impliquées, il y a moins d'enjeux économiques autour. Mais en fait, dans les enjeux économiques, il y a aussi de l'engagement. Tu as des blockbusters, en fait, c'est de la pure propagande. Parce que c'est vrai qu'on dit, là, on dit engagé aussi, on sous-entend un peu engagé à gauche. Ce qui est un problème, on dit aussi. Un chanteur engagé, souvent, c'est souvent un chanteur de gauche, alors que Michel Sardou est tout à fait engagé. Et enfin bon, voilà, il y a tout cette problématique-là, mais par exemple, moi je maintiens que, genre Avatar, moi je trouve que, je mourrai sur cette colline, je trouve qu'Avatar, James Cameron les deux sont des films qui sont ultra radicaux politiquement, que c'est notamment lié au fait que en fait personne n'arrive à emmerder James Cameron et qui fait ce qu'il veut et que c'est un des types les plus tyranniques et chiants du monde et que du coup il arrive à imposer ça et il le fait en plus toujours d'une façon qui est suffisamment maligne pour que ça passe. Alors qu'en fait, ce qu'il dit est juste ultra radical et genre abusé, et il arrive quand même à le diffuser sur le marché chinois ou des trucs comme ça, mais il le fait de manière très maligne. C'est rare pour des blockbusters. Rarement les blockbusters tiennent ce genre de propos ou présentent ce genre de vision du monde pour les raisons que j'ai évoquées. Mais quand même, ils en ont, quoi. Il y en a toujours. Un exemple tout bête, Black Panther. Pour prendre vraiment un truc popcorn et tout machin. C'est évident que c'est un Marvel qui, comment dire, où les décisionnaires de ce truc-là, parce qu'en fait, il y a toujours en fait, c'est les producteurs, hein, c'est des films de producteurs, ces trucs-là, se sont dit, bon, il nous faut un film sur ce personnage et il faut que ce soit un truc un peu, au moins afro-américain, voire africanophile, voire panafricaniste, en fait. Donc, ils prennent Ryan Coogler, qui est le mec qui a fait Creed, avec, du coup, son acteur, Michael B. Jordan, qui, du coup, va jouer le méchant, qui est le radical, qui est l'afro-américain radical, un peu Black Panther, qui justement est plutôt un Black Panther par rapport au personnage de base. Ils en font un film où c'est quand même le méchant, l'afro-américain radical, avec une vibe un peu afro-futuriste, un peu machin. Ça devient un événement culturel, mais énorme pour les afro-américains. Et même le truc du Wakanda, où ils font comme ça, là, je sais plus. C'est un truc qui a été repris par des athlètes africains et tout. En fait, c'est devenu en fait, c'est du panafricanisme popcorn. Et je crois que Ryan Coogler, d'ailleurs, est un peu dans les tripes un peu panafricanistes. Et en fait, le 2, si vous regardez, en fait, c'est ouf. Parce qu'ils ont compris que c'était ça la recette qui marchait. Au studio à Marvel, ils se sont dit, OK, faut partir full là-dessus. Et Ryan Coogler, il doit être bien content. Parce que du coup, il se dit, OK, je peux y aller comme un bourrin avec mes trucs. Et je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais le 2, c'est n'importe quoi. C'est genre, ils ont fait ils taclent la France sur le colonialisme. D'ailleurs, ça a énervé un petit peu parce qu'ils font plus ou moins référence à l'opération Barkhane et tout. Enfin, des trucs assez précis comme ça. Ils font le grand-père de Black Panther, il s'appelle Lumumba. Il y a un hommage à Toussaint Louverture pour Haïti à un moment. Enfin, genre, ils y ont été à fond les ballons, parce qu'en fait, le studio a compris
que commercialement ça marchait, et du coup ils ont lâché un peu la bride aux scénaristes là-dessus. Du coup, est-ce que c'est des films engagés? Ben, moi j'ai l'impression que Ryan Coogler est engagé, ça me paraît assez évident. Est-ce que les films qu'il fait avec la Marvel, qui sont des films un petit peu plus bridés, le sont? Ben, j'ai l'impression au moins un peu. Euh, aussi, Il a même si réussi à voilà. passer entre les mailles du filet, du coup. Bah, moi, je dirais qu'il passe pas du tout entre les mailles du filet, puisque s'il le laisse faire, c'est parce qu'il rapporte du pognon. Donc, en fait, c'est pas comme s'il les avait esquivés et qu'il les avait feintés, quoi. Ouais, C'est, mais du coup, il arrive quand même à toucher un marché. Donc, il arrive Mm. quand même à sensibiliser potentiellement un marché qui est plus grand et qui aurait peut-être pas vu ça autrement s'ils n'avaient pas touché ce marché via ces blockbusters, pardon. Donc, sans parler de savoir si c'est engagé ou pas, il y a quand même potentiellement des répercussions qui peuvent être positives et une sensibilisation qui peut être positive, même si l'intention de base, elle est peut-être purement conduite par l'argent. Donc, est-ce que c'est pas quelque part quelque chose qui reste engagé? Mais en fait, est-ce que le produit fini l'est? Moi, j'ai l'impression, oui, un petit peu, mais surtout, en fait, comme c'est très collectif et très industriel, oui, en fait, il y a différents enjeux dans ce film qui sont est-ce que c'est Disney qui voulait absolument faire un truc panafricaniste? Je pense qu'ils s'en foutent complètement, genre vraiment. Et juste qu'ils ont vu que, ok, bah vas-y, la team qui s'occupe de ce film-là, ce sont des films à centaines de millions de dollars, bah ok, vous pouvez les laisser faire, ça marche en termes de. En fait, les gens n'ont pas les mêmes. Et peut-être que les acteurs qui sont investis dedans, ils vont avec une démarche militante, d'autres non. Enfin, c'est très compliqué avec les œuvres collectives comme ça, donc c'est dur de situer où est l'engagement par rapport à un truc plus, oui, effectivement, je sais pas, un réal très engagé qui fait ses films tout seul en indé, qui a une vision bien précise, où là, on peut attribuer l'engagement plus facilement. C'est plus difficile dans les œuvres commerciales. Même si à la fois tu parlais du Code Heinz, Hays, où il y avait quand même des moments où il y avait des interdictions frontales sur certaines thématiques. Et là, du coup, tu parles de la thématique voilà, plutôt africaine, afro-américaine, etc. Donc certes, l'enjeu commercial, ils se disent que ça peut passer, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que bah, ça peut passer parce que c'est quand même quelque chose qui a été réfléchi, qui a infusé la société assez massivement ces dernières années et que du coup, bah, on arrive à un moment où commercialement, il y a une opportunité. Mais du coup, ça rentre quand même, tu vois, dans une chaîne finalement de sensibilisation politique acceptable, alors qu'il y a eu d'autres moments où la question n'était même pas commerciale, c'est que c'était même pas dans l'air du temps Oui, de mais pouvoir aller là-dessus, quoi. et ça, c'est pareil, c'est un truc. En fait, c'est un truc qui est très important dans les débats un peu qui prennent des allures de justement de guerre culturelle maintenant. C'est que, en fait, dans l'argument de dire Netflix fout de la diversité, je sais même pas ce que ça veut dire la diversité du coup, mais fout des trucs maintenant pour des raisons commerciales, pour vendre. Comme si en fait, dans l'absolu, mettre de la diversité, ça vendait. Non. En fait, ça vend parce que effectivement, on a évolué en tant que société et qui sont le reflet de cette société. Ça ne deviendrait pas un marché si c'était un truc que tu ne fais, qui justement pouvait couler ta boîte. Ce qui me semble dans le jeu vidéo a été un argument de dire genre ah mais non mais si on fout Ah oui, une meuf, toujours, hein. Toujours. ben en fait ça va moins se vendre. Oui, c'est Hein. toujours un argument. Une meuf, une héroïne, oh, ouais, ça va moins se vendre. Et aussi, bah, justement, je pense depuis le Gamergate, aussi parce qu'il va y avoir bah, toute une levée de boucliers de mecs ultra sexistes qui vont dire ah non, bah moi du coup, bah, j'y jouerai pas parce que c'est une meuf. Et Horizon Je me Zero reconnais Dawn pas. avec sur Twitter la Oh pilosité my God. faciale où ils étaient là en mode comment ça une meuf au naturel, c'est pas ça, je comprends pas. Comment ça, Elle est pas maquillée, qu'est-ce que c'est? Alors du coup, justement, là, on parle plutôt de thématiques qui peuvent maintenant rentrer dans le marché. Pour revenir sur ton dernier exemple, toi, tu dis qu'il y a certaines thématiques dans le jeu vidéo, c'est même pas encore possible, ou c'est hyper galère, ou vous allez avoir des freins. Et du coup, la question peut-être que nous, on avait posée, qui était plutôt, est-ce que vous arrivez à identifier des thématiques qui, pour le coup, ont le droit de citer dans ces industries jeux vidéo ou cinéma? Mais à contrario, est-ce qu'effectivement, il y a d'autres thématiques où vous sentez que ça y est pas, quoi. Que non, il y a quelque chose. Bah déjà, juste avant, pendant que je réfléchis intensément. Ah non, ça y est, c'était très intense. Je voulais juste dire que oui, j'ai beaucoup parlé de narration dans le jeu vidéo pour dire que c'était politique, etc. Le gameplay aussi. C'est éminemment politique que dans un univers capitaliste, et bah, ce qui nous fait des points, c'est des pièces, par exemple. Ben ouais. Et il y a notamment des jeux qui prennent ça à contre-courant. Je pense à Pikuniku, où les pièces ne servent à rien. C'est parce que c'est un jeu qui vous parle d'argent gratuit et on a des pièces à collecter.
mais ça ne sert à rien. Vraiment, c'est juste du décor. Et ça, c'est ultra intelligent. Et du coup, j'en ai oublié la question. Mais je voulais dire que le gameplay était politique aussi. Les thèmes dans lesquels ça avance pas, au contraire, là, on parlait des... Est-ce qu'il y a des thématiques qui ont le vent en poupe, des thématiques un peu engagées Genre les 2D du côté de platformers, l'émancipation, et d'autres où non, pour le coup. Mais je dirais que ça dépend des. En fait, le jeu Oui. vidéo, il y a vraiment tellement de Bien sûr. communautés. Souvent parfois liées par des genres de jeux. Ouais. Il y a la communauté ou des usages d'ailleurs, parce que je pense à la communauté speedrun qui est très queer en fait, qui est très ouverte. En tout cas, moi de ce que j'en connais, il y a pas mal d'ouverture de ce côté-là. Ouais. Et c'est très chouette. Mais par exemple, si on va dans l'e-sport, je pense que la communauté, elle l'est beaucoup moins. Mais c'est un milieu que je connais moins aussi. Non, mais t'as raison. C'est l'impression que j'ai. Mais bon, ça sent un peu le vestiaire. Mais sinon, est-ce qu'il y a des... Du coup, ouais, ça dépendrait vraiment de quel pôle du jeu vidéo on parle. En sachant que dans ce que moi j'en comprends, le jeu vidéo indépendant est naturellement beaucoup plus ouvert à plein de thématiques. Ouais. Mais ça serait plutôt du côté du jeu vidéo un peu plus grand public, massif. Il y a peut-être moins aussi, il y a moins de contraintes. Alors, c'est comment dire, c'est les deux faces aussi d'une même pièce. C'est que quand tu fais du jeu vidéo indépendant, tu as moins cette contrainte de financement public, donc de règles et de contraintes. Bon, en même temps, tu n'as pas forcément les sous pour faire ton jeu, mais tu n'as pas forcément les contraintes liées aux politiques et au fait que, par exemple, le CNC, tout ça, ils ne vont pas financer des jeux vidéo qui vont tourner autour, par exemple, du sexe. Donc, il y a eu le cas d'un jeu vidéo là, qui va sortir, qui est un dating sim inclusif. Ils n'ont pas trouvé de financement à cause de ça, par exemple. Je pense aussi que tout à l'heure, tu parlais de la guerre d'Algérie. On a Soldats Inconnus, tu vois, on a quelques beaux jeux vidéo encensés sur les guerres mondiales. Je pense que le jour où il y aura un jeu vidéo sur la guerre d'Algérie... Et alors, est-ce qu'il y en a sur le Vietnam? Parce qu'on se disait, côté cinéma américain, finalement, ils ont pu travailler ce... Peut-être Effectivement, dans les Call of, est-ce que le jeu vidéo arrive à travailler de l'histoire d'un point de vue un peu plus polémique? Il faut pas trop parce qu'ils se font... et encore une fois, il y a les levées de boucliers de toujours les mêmes gars qui sentent le vestiaire. Et du coup, c'est toujours assez tatillon. Je pense qu'il y a des... Il y a vraiment des genres de jeux qui se permettraient pas la même chose que d'autres genres de jeux. C'est très variable, en fait. C'est trop dur à répondre comme question. Il y a peut-être un problème aussi qui est qu'un film sur la guerre du Vietnam, tu peux faire un film qui est assez spectaculaire, mais qui est assez vénère. Du coup, un jeu sur la guerre du Vietnam, c'est quoi? C'est en fait, tu vas tuer des gens. Quoi, en fait? C'est ça aussi. Il y a quand même Après, moi, je veux bien jouer un Viet faire Cong, il y autre a pas de chose que du problème. FPS. En fait, je pense que c'est quand même, là, il y a un problème structurel quand même dans la nature du médium, qui est qu'est-ce que tu fais comme jeu. On est quand même un jeu Soldat à la base Inconnu, en c'est pas un cas. jeu de bagarre. Soldat Inconnu, c'est tu joues plusieurs personnages, si je me souviens bien, et de toute façon, assez peu, je crois. De toute façon, toi, t'es gentil, t'es du bon côté. Oui, c'est ça. Ça reste orienté dans tous les cas. Voilà. Mais c'est assez pacifiste et tout, même il y a des histoires sur les. Tu peux faire un jeu de gestion fusillés et tout, c'est très bien. Alors il y a des jeux de gestion qui prennent à contre-coup parce que souvent les jeux de gestion, tu détruis à peu près tout l'écosystème qui t'entoure pour développer ta civilisation, etc. Et on commence à avoir des jeux de gestion où au contraire il faut faire attention à gérer les ressources, il faut pas surproduire en fait. Et ça c'est intéressant. L'écologie vraiment, je pense à voix au chapitre en ce moment dans beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Même si ça commence à apparaître, il y a une nouvelle génération de projets qui arrivent. Alors que, Sonic, à la base, était quand même écolo. Enfin, il sauve des petits animaux d'un méchant scientifique. Donc, voilà. Alors que Mario, il sauve une princesse. Donc, c'est sexiste. C'est Sonic qui gagne. Et non, ouais, l'écologie, ça marche bien dans le jeu vidéo en ce moment. Mais après, tout ce qui est thématique... si tu veux sortir un AAA, en fait, tu vas peut-être éviter, oui, effectivement, des rapports homosexuels trop représentés, etc. Et encore, ça s'est vu dans le dernier The Last of Us, mais du coup, ça a fait scandale. Enfin, il y a quand même eu toujours ces mêmes gars qui étaient énervés. Et je pense aussi au Assassin's Creed où tu peux jouer un homme ou une femme et tu as le choix de tes romances. Donc, et les Sims, évidemment, pareil, une communauté ultra queer, trop bien, trop dans le partage et tout, où il y a eu énormément d'avancées dès les Sims 1, on pouvait avoir des relations avec hommes, femmes, peu importe, enfin vraiment, et ça c'était dès le début, on pouvait pas se marier, mais je sais plus où ils en sont, la Russie, parce que la Russie avait bloqué les Sims 4
parce qu'il y avait une extension mariage qui sortait et qu'on pouvait se marier avec des personnes du même genre. Explosion de Poutine. Voilà. Ouais, en fait, en fait, ça serait pareil pour le cinéma. C'est un peu le cinéma ou même les séries, qui est quand même un truc qui devient assez dominant culturellement maintenant. En fait, il faut faire la différence, je pense, entre le poids réel des rapports de force et justement les gens qui gueulent, en fait. Et les gens qui sont en mode guerre culturelle et tout, parce que voilà, tu prends Last of Us, genre, ça a gueulé. Et en fait, c'est des cartons. En réalité, on s'en fout. Et je pourrais même retourner l'argument parce que je peux faire la même avec Hogwarts Legacy. C'est que je peux dire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, le truc de boycott de Hogwarts Legacy, ça pouvait pas marcher. En fait, ça pouvait pas marcher. Et le jeu, évidemment, que le jeu s'est vendu, c'est un jeu Harry Potter. Il s'est mieux vendu que Elden Ring pour les gens qui connaissent. Il a Oui, fait oui. une meilleure Mais tu sortie vois, que en fait, Elden c'est Ring. le truc. J'essaie de faire le. Tu vois, je suis neutre L'avocat politiquement. du diable. Non, mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où, en fait, ce que ça crée comme polémique est soit mineur. Puisqu'en fait les trucs vont se vendre et ça marche pour plein d'autres marques, ça marche pour les films, pour les séries, ça marche pour Bud Light. Ils ont fait je sais pas si les gens ont suivi ça ou je regarde trop les Américains, mais Bud Light qui est quand même vraiment la bière américaine, c'est la Kronenbourg des Américains. Avec une femme Ils ont trans. fait en plus c'est même pas une pub, c'est juste ils ont fait un partenariat avec une influenceuse trans. Et du coup, il y a une campagne de boycott où les mecs vident leur Bud Light, Tirent au fusil sur sur des les Bud Bud Light. Light. Mais ils l'ont quand même acheté, c'est Bud Light. Ils Ouais, avaient c'est dû les ça, acheter mais après, avant, ou enfin, je voilà, sais il y, a pas. même une vidéo où il y a C'est un les mec qui se Américains. trompe de bière, enfin, c'est trop bien. Et c'est incroyable. Et en fait, évidemment Et que ils c'est ont ridicule. sorti, les conservateurs ont sorti leur propre bière, du coup, avec Oui. la tête des femmes du parti. Enfin, c'est comme si on avait des bières avec Valérie Pécresse. Enfin, c'est génial. Et ça sera toujours, On tu vois, adorerait. enfin, ils peuvent sortir leur propre bière, ça sera jamais Bud Light. En termes de, c'est même pas équivalent en termes de 1 millionième de %. Et en fait, ça vaut pour plein de choses ces trucs-là. Et en plus, c'est même l'inverse, c'est qu'en fait, les gens se rendent pas compte à quel point ils servent d'homme sandwich, quoi. C'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que, en fait, là, les gens qui disent, genre, ah ouais, mais vous mettez ça pour des raisons commerciales. Ben oui, mais toi, en fait, tu vas t'énerver 1000 ans sur ce truc-là. Tu vas forcer les gens qui défendent le fait d'avoir inclus tel ou tel personnage à défendre le jeu, alors qu'on n'en a rien à foutre du jeu, parce que tu l'attaques comme ça. Et en fait, du coup, le jeu devient un phénomène culturel. On en parle, tout le monde se tape dessus. Et en fait, évidemment, les commerciaux, ils le savent. Ils le savent, ce genre de truc. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que ça les arrête pas pour faire certaines choses. Et je pense que du coup, vraiment, les gens qui font genre The Last of Us, je pense que vraiment ils ont compris le truc. Et alors, moi, pour le coup, je prends cet exemple-là parce que je trouve qu'en plus c'est vachement bien et que tout est hyper bien traité. Et surtout Last of Us 2 que je trouve vraiment formidable. Ils ont fait la même avec la série. Il y avait vraiment un côté genre on s'en bat les couilles, on va foutre des trucs gays, on va foutre vraiment. Et tout ce qui va se passer, c'est que vous allez râler. Vous allez râler et vous allez parler de la série et la série est un carton de ouf. Et en fait, bon, voilà, ça va être, les trucs avancent aussi comme ça, mais c'est quand même par étapes. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, faut pas non plus franchir des Rubicons. Tu m'as fait penser à. Mais du coup, je parle trop de jeux vidéo, je devrais prendre des exemples ciné si je devais tenir mon rôle, mais je pensais à Mass Effect en fait. Oui. Mass Bah oui. Effect, qui est le truc de dès le début, en fait, il y a une relation homosexuelle possible avec une femme, uniquement, femme-femme, dans le jeu. Ça a fait gueuler parce qu'en plus, c'est une extraterrestre, donc. C'est bizarre, genre des gens d'une autre race, c'est vraiment trop étrange. Mais il y avait que ça, et dès le 2, il y a beaucoup plus de choix. Et dès le 3, c'est la fête. Genre, c'est vraiment, il y en a pour tout le Partout monde sur le et tout, c'est vaisseau, super. let's go. Et tu vois qu'ils avancent par petits bouts. C'est-à-dire qu'ils font, on teste ça, ok, petite polémique, hop, ça passe, le jeu est un carton, boum, on en remet un petit peu, on en remet un petit peu et tout. Et ça avance aussi comme ça, dans un sens comme dans l'autre, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de tabou, en fait, encore là-dedans, à part d'aller dans des trucs trop subversifs ou trop révolutionnaires ou de manière pas assez maligne, pas comme Avatar par exemple. Mais je pense qu'en fait tu peux tout mettre et surtout comme tu dis le public, c'est vrai pour le cinéma aussi. Il y a tellement de cinéma différents. En fait, il y a déjà de tout dans le cinéma. Il y a déjà énormément de propositions. C'est vraiment très gros comme industrie et c'est surtout très diversifié en termes de type de production. Là où en fait tu vas avoir des trucs de guerre culturelle, ça va être genre si tu fais un truc sur quelque chose qui est considéré comme une franchise ou un truc sacré. C'est genre, tu peux faire des films avec casting full féminin, mais pas Ghostbusters. Tu vois. Et en fait, c'est genre, parce que non, pas ça. Tu peux faire des films avec une meuf qui est métisse, mais pas la petite sirène. Tu vois. Et en fait, bon, en fait, rien qu'en le disant, je me sens ridicule. Je comprends pas comment des gens peuvent argumenter là-dessus toute la journée et pas se sentir. Est-ce que tu as envie de mettre un coup de fusil à pompe dans une bière? Oui, complètement. Mais voilà, en fait, ça va dépendre de aussi à quoi tu touches et est-ce que c'est considéré comme un marqueur identitaire ou pas. Et identitaire aussi dans le sens de est-ce que c'est un truc de mec?
Est-ce que c'est un truc hétéro? Est-ce que machin? Et en fait, voilà les trucs. Le dernier en date, j'ai vu Mysterious. C'est quoi? Non, Miraculous Ladybird. Ladybug. Ladybug. Bah, c'est la super-héroïne Coccinelle, c'est français. Cocorico. Et là, du coup, bah, ils ont fait un truc où il y a un personnage qui est lesbienne. Et du coup, bah, ça fait un truc de. Il y a des gens qui s'énervent, qui font un truc pour les enfants, c'est terrible. Le modèle Et pour les tout. Et enfants. d'autres gens qui vont dire c'est trop bien. Et même des gens très, très sincères en plus qui disent genre, en fait, j'aurais eu ça quand j'étais gamin, enfin gamine pour le coup. Ça aurait été ouf, ça aurait changé ma vie et tout. Et en fait, ça devient un terrain de lutte, en fait, ça devient Verdun, tu vois, le truc. Bon, pour le coup, là, il y a un camp qui est complètement perdu parce qu'évidemment que les choses elles avancent dans ce sens-là parce que ça concerne plus de monde aussi. C'est-à-dire être le dernier carré des puristes débiles qui veulent pas qu'il y ait de gens comme ci, de gens comme ça, etc., qui touchent à leur domaine. Bon, mais c'est dinosaures condamnés à disparaître parce que à côté, tu as tout le reste de la diversité du monde, quoi. Donc évidemment que ça ne va ne faire qu'avancer, certes par étapes parce qu'il y a des tabous, mais ces tabous ils tombent très très vite et ils atteignent le mainstream au bout d'un moment, quoi. Après, c'est des dinosaures. Si on peut souffler sur la météorite pour qu'elle vienne plus vite. Moi, Oui, mais en vrai, t'en as genre dans 2 ans, ils auront changé d'avis parce que ils auront plus 12 ans. Bon, il y en a qui font Ils auront encore ça à rencontré des 40 ans. femmes pour la Oui, première peut-être, fois. tu vois. Genre, waouh. Ils se seront rendus compte qu'ils étaient gênants et cringe et voilà, et c'est pas grave. Moi, je leur jette pas la pierre. Ils seront les bienvenus quand ils seront calmés et qu'ils auront fait un temps Et calme. qu'ils auront changé de slip surtout. Dans 2 ans, du coup. Eh bien, on peut passer maintenant à un moment d'échange avec vous. C'était Du donc la coup- conclusion. Ouais, j'aime bien cette conclusion, moi. Alors, la conclusion, ça sera du coup d'échanger avec vous. Je vais allumer mon petit micro. Et donc, voilà, s'il y en a qui veulent prendre la parole, comme on est en retransmission technologique, voilà, on a besoin que vous parliez dans un micro. Du coup, je l'allume. Et du coup, c'est bon? Ouais, ça marche, super. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser des questions ou de réagir ou Qui se lance? de prendre parti voilà, il faut toujours une première prise de parole et après tout va bien. Je vous laisse réfléchir un petit peu parce que je ne vois pas de main qui se lève. Si, j'en ai vu une. Hop, j'arrive. Merci beaucoup pour le débat, la discussion. Alors, c'est peut-être au niveau du jeu vidéo que je me pose la question au niveau du côté politique. Est-ce que c'est aussi parce que c'est très peu incarné? Je veux dire, il y a à part Kojima dans les gros, hein, ou Michel Ancel et celui de Zelda et Nintendo qui est quand même assez ancien, il y a très peu de noms comme les réalisateurs ou les acteurs qui peuvent pousser les choses. Par exemple, Bradley Cooper qui a dit je finance le Joker en tant que producteur et je fais un peu ce que je veux parce que c'est un gros nom. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas ça. Est-ce que c'est peut-être une évolution du jeu vidéo pour qu'il y ait plus de choses, surtout sur le AA et le AAA? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est parce qu'on est plus jeune aussi. Enfin, c'est vraiment une industrie plus jeune parce que, comme tu l'as cité, il y a quand même des noms qui commencent à apparaître. Même récemment, ça y est, je l'ai oublié. Miyazaki, par exemple, qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, quoi. Enfin, ouais, il y a 10 ans. Mais donc, les noms commencent à apparaître. Comme dans le cinéma, j'imagine qu'au début du cinéma, il n'y avait pas tous ces noms-là. On a vocation, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a vocation à évoluer vers effectivement des gens qui vont avoir plus de liberté parce qu'il va y avoir des gens connus dans le jeu vidéo. Mais comme il y a déjà eu le cinéma, comme il y a déjà eu d'autres industries culturelles qui ont fait le même chemin avant, j'ai l'impression qu'on essaye d'avance enfin quand je dis on, c'est les décideurs, les financeurs, essayent d'avance d'empêcher ce genre de choses de se produire pour continuer à sortir des jeux très calibrés et des jeux très très neutres. Ouais, mais idéalement, il faudrait que ça arrive. Je pense qu'avec les indépendants, on commence à avoir ça. Lucas Pope, je l'ai sorti et les gens qui connaissent le jeu vidéo indépendant savent qui c'est. Donc ça commence à arriver. Bon, malheureusement, pour des raisons... c'était pour dire qu'il n'avait pas voulu être militant dans son jeu, mais bon, peut-être qu'il changera aussi. Mais je pense qu'il va y avoir des noms comme ça qui vont... Il y a une culture qui se crée encore, en fait, dans le jeu vidéo, là où le cinéma, c'est déjà beaucoup plus établi. Mais tu dis qu'il y a une vraie résistance de l'industrie à vouloir faire émerger des noms? Non, pas à vouloir faire émerger des noms, mais à ne laisser Enfin, à passer faire émerger des singularités plutôt. Plutôt à laisser passer les plus lisses, tu vois, Ouais. les plus propres, les noms qu'on sait que lui, il nous fait un jeu qualité, pas trop engagé, voilà, tu vois. Enfin, alors qu'il y en a d'autres, eux, oh là, c'est les énervés, on va pas. Je pense que
il y a des mécaniques qui ont été éprouvées par le cinéma, entre autres, d'un point de vue émergence de célébrités, on va dire, qui ont pu s'engager après pour dire non, bah en fait, moi je suis grave de gauche et en fait je suis Adèle Haenel et j'arrête le cinéma, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, je pense que l'industrie du jeu vidéo va essayer de l'empêcher à tout intérêt, si on parle en termes de capitalisme pur et de je veux gagner de la thune, je fais ça uniquement pour gagner de la thune, en tout intérêt à limiter, quoi, en tout cas. Donc on laisse passer que les plus clean. Les plus clean, les plus Ceux qui lisses. rapportent de la moula. Eh ben alors, on a une question juste là, si tu peux passer ton micro. C'est une réaction-question. Je me demande si ce truc-là qu'on a dans le cinéma, justement de faire émerger une starification individuelle, le jeu vidéo, il n'a pas... alors réussi, pas réussi, on choisira les mots qu'on veut, mais à une échelle de studio. C'est-à-dire que à part certains studios de cinéma, en fait, personne... Enfin, à part des giga cinéphiles, disent je vais forcément aller voir ce film parce que c'est tel studio qui l'a fait. Mais vont bien plus dire facilement je vais aller voir le dernier, j'en sais rien, Guillermo del Toro, tu vois. Par contre, on va dire putain, c'est le dernier jeu de tel studio, j'ai fait tous les précédents, etc. Peut-être que la différence, elle se situe là aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement peut-être une pratique plus collective et que ce qui est connu, c'est peut-être plutôt les studios et il y a moins la starification individuelle. Mais deuxième partie de la question, est-ce que c'est vraiment un problème ? Alors, dans le cas du jeu vidéo, c'est à la fois un problème et pas vraiment, parce que le fait que ce soit une sorte de masse qui crée les jeux vidéo, il n'y a pas d'humanisation non plus. Enfin, il y a beaucoup les fameux mecs sans slip, voilà, ont tendance à justement harcèlent très facilement. Quand on discutait tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'est venu aussi, c'est que j'ai l'impression quand même que dans le jeu vidéo, il y a une violence de la part de la communauté des énervés, là, des dinosaures. Les mecs, ils n'hésitent pas à envoyer des colis chelous, à attendre les devs en bas du studio. Enfin, tu sais, des trucs pas bien, des trucs vraiment flippants. Des menaces de mort par téléphone et tout. Je sais pas pour le cinéma si ça s'est fait ou si ça se fait encore, je sais pas du tout. Mais il y en a qui sont capables de ça, donc c'est à la fois... Ouais, en tout cas, ça a des répercussions. C'est sûr que le jeu vidéo est plus vu comme une œuvre collective que le cinéma. On va mettre en avant une personne alors qu'en fait, il y en a 150 qui ont travaillé. Mais après, est-ce que c'est... Ouais, ça a des répercussions, c'est sûr, bien et moins bien, je pense, quand même. Ouais, sur le cinéma, il y a eu des cas de grosses polémiques et de trucs extrêmement violents. Surtout à des époques où il y a des trucs violents, mais effectivement, il y a un truc spécifique aux jeux vidéo, et je pense que c'est aussi lié à Internet, c'est aussi le cyberharcèlement, le côté on va trouver les adresses, machin. Enfin, il y a un truc qui est quand même spécifique à l'ère Internet, et qui d'ailleurs, du coup, impacte le cinéma maintenant. C'est-à-dire que tu vas avoir des actrices qui se font harceler, voilà, des trucs comme ça. Après, je sais qu'il y a toujours des vieilles légendes, genre des gens qui jouaient des méchants dans des trucs, qui se faisaient taper dans la rue, ce genre de trucs. Mais bon, en fait, c'est pas la même échelle et c'est pas le même. C'est pas le même fonctionnement. Après, tu avais les courriers des lecteurs et les trucs comme ça, et des manifs, des films interdits, tout ça. Oui, mais il y a eu des salles même un peu brûlées à cause de ça. Oui, carrément, il y a eu des trucs vraiment hardcore, quoi. Mais c'est la tentation du Christ, ce genre de choses. Oui, ça, c'est vrai. Ça brûlait pour de vrai, même à Lyon, quoi. Des salles qui ont été brûlées à cause de ça, quoi. Oui. Donc oui, mais je pense qu'il y a quand même un truc spécifique aux jeux vidéo qui est que c'est l'ère aussi Internet. Et comme on est peut-être plus à l'aise avec les nouvelles technologies quand on joue aux jeux vidéo, peut-être que il y a quelque chose à creuser. Je crois qu'il y avait une main qui est levée là, juste là. Bonjour. Du coup, merci pour ce débat. J'avais juste une petite question, et ça va autant pour le cinéma que le jeu vidéo. Ne pensez-vous pas que ce côté binaire de la politique actuelle des contenus multimédia est foncièrement mauvais ? Ce côté, entre guillemets, je grossis les traits, gauche c'est gentil, droite c'est méchant, qui crée des carcans et des cases qui font que en fait, les personnes ne se parlent plus tant que ça, qu'on va devoir aller voir du contenu parce qu'on est de gauche ou parce qu'on est de droite. Et du coup, ça empêche également les artistes de tout milieu de parler de leurs valeurs intrinsèques qui dépassent souvent juste ces cases. En fait, moi je l'ai dit avant, justement, je pense qu'on peut pas résumer les œuvres au jeu des boîtes, justement, même si c'est un exercice qui est très très rigolo.
En fait, il y a un truc qui est que... En fait, pourquoi je parle de guerre culturelle en fait, dans ces cas-là, qui est que en fait, les guerres culturelles, c'est un truc notamment qui vient des États-Unis, qui est un truc qui a été un peu décrété par les franges réactionnaires évangéliques, etc. En fait, il y a un terrain. En fait, la culture est un terrain de combat idéologique. Mais c'est un truc, tu peux remonter à plein de trucs. À gauche aussi, Gramsci qui disait ça. Et en fait, maintenant, je pense qu'il y a un truc qui est que effectivement les gens surinvestissent, mais que ce soit des gens de gauche, de droite, ou même ni l'un ni l'autre, ou sur certaines questions spécifiques ou des choses comme ça, surinvestissent en termes d'identité les œuvres qu'ils consomment. Et moi, alors, je sais qu'en fait, ça peut être étonnant que moi je dise ça, parce que je fais un peu un contre mon camp là-dessus, mais vu le taf que je fais sur YouTube. Mais je pense que ça, c'est pas bien. Je pense que ça, c'est pas bien. Je pense que les gens surinvestissent beaucoup trop politiquement les choses qu'ils regardent, pas en termes d'analyse politique, en termes d'investissement, euh, voilà, ça devient des drapeaux identitaires pour les gens. Mais ça, je pense que c'est pas la faute des gens, c'est lié au fait que on a perdu beaucoup d'espace d'expression politique et de débat et de militance voilà, parce que les gens sont atomisés, il y a beaucoup de structures qui sont éclatées. Alors, ça peut être les syndicats, mais ça peut être d'autres choses. La vie des gens est assez atomisée, en fait. Maintenant, il y a beaucoup moins de lieux de commun. Et du coup, je pense que faute d'autres débouchés, les gens débouchent sur ce genre de trucs et ça va faire que le film Super Mario va être un lieu de guerre culturelle terrible, pareil, est une phrase qui, en le disant, je me rends compte à quel point c'est ridicule. Après, je vois ce que tu veux dire dans le sens, oui, les cases gauche-droite et tout, mais il n'y a pas que des cases gauche-droite. En fait, la politique, c'est pas que des cases gauche-droite. Et quand tu dis, je sais plus comment tu as dit, des valeurs personnelles, représentatives des valeurs personnelles, intrinsèques, moi, c'est ce que j'appelle de la politique. C'est en fait tes valeurs intrinsèques ou les valeurs intrinsèques d'un créateur, elles vont pas forcément rentrer dans des boîtes, et ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais elles vont avoir un sens quand même. Ça va quand même être une vision du monde ou une vision philosophique. Parce que des fois, en fait, c'est juste de la philosophie, mais la philosophie, c'est aussi en fait un peu politique au bout quand tu dois l'appliquer un petit peu au monde autour de toi. Donc oui, moi, je serais plus justement pour que tout le monde admette, et j'aimerais bien justement pour que des gens qui se disent non, moi je fais pas de politique, non, je n'ai pas de vision du monde, non, je suis libre de toute idéologie, ce qui est vraiment le summum de l'idéologie, quoi. Commence à admettre ça et dire genre non, moi j'ai peut-être une idéologie, je suis pas forcément capable de la mettre dans des boîtes ou des choses comme ça, mais j'en ai une et je l'exprime et je ne suis pas neutre et je suis pas un papier vierge libre de tout qui vit hors du monde ou quoi que ce soit. Et je pense que ouais, faudrait réatteindre peut-être un état où on peut parler de vision du monde, parler de choses comme ça. Et moi, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire aussi quand on fait de l'analyse sur Internet ou des choses comme ça, et qu'il faut arriver à ces trucs-là. Mais le problème, c'est que là où vraiment je suis d'accord avec toi, c'est que oui, il y a un problème d'étendard. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu vas pas avoir envie de défoncer un film parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait, il se fait déjà défoncer par des gens que je trouve absolument épouvantables dans leur vision du monde et toxique et horrible et tout. Donc, j'ai pas envie de défoncer le film alors qu'il pue. Ou alors, je m'en fous. Tu vois, Disney, là, les trucs, à chaque fois, les live action, là c'est la petite sirène. Et donc, ils ont mis une actrice qui est métisse, je crois, au Quai des Îles ou un truc comme ça. Ce qui en plus ça a du sens. Mais genre, évidemment qu'ils savent ce qu'ils font et que ça va gueuler. Et du coup, en fait, on devrait s'en foutre du live action de la petite sirène. En fait, on s'en fout évidemment que ça va être pourri et moche et que c'est les live action Disney qui font juste pour relancer leur franchise et tout. Mais non, en fait, ça devient un truc où d'un côté les gens vont attaquer en disant ah non c'est un scandale, la petite sirène normalement elle est blanche. Voilà comme ça, et de l'autre les gens qui vont dire non c'est très bien, il faut mettre ça, c'est très bien qu'ils aient fait ça, je vais aller voir ce film 18 fois. Non, en fait on tombe dans un piège qui fait que en fait ça gâche quand même un petit peu l'analyse et la discussion sur ces choses là, quoi. Il y a vraiment des mecs qui ont fait des vidéos sur j'ai longtemps étudié les sirènes et je peux vous dire que elle peut. Ça, c'est le. Et alors, personne ne devrait parler de ce film, quoi. C'est la vraie chose nul que politique les à faire, autres. c'est de ne pas parler de la petite sirène de Disney. On s'en fout de ce live action nul. Bon, au moins pour la chanteuse. Oui, peut-être, j'exagère peut-être un petit peu. Je me dis qu'il y a des raisons de trouver ça bien. Mais pas pour Polochon, par contre. Ouais. On a quand même une certaine hégémonie culturelle et des représentations. Et le seul truc qui est cool avec effectivement, pour reprendre la petite sirène, c'est toutes ces petites filles noires qui ont vu
la bande-annonce, c'est qu'il y en avait plein sur TikTok et qui étaient émerveillés. Oh, elle est comme moi. Mais ça, voilà, ça s'arrête là. C'était génial à voir et c'était super. Et j'espère qu'elles apprécieront le film. Enfin, j'en sais rien, voilà. Mais ça devrait effectivement. Ça, c'est cool. Et puis c'est tout. Enfin voilà. C'est même pas un sujet normalement. Enfin, c'est bien. En fait, si ça c'est ça c'est de l'engagement, ça c'est du militantisme, ça c'est pas cool pour le militantisme et pour l'engagement. Ça veut dire qu'on est quand même à un moment de notre histoire sociale qui est un peu grave, quoi. D'autres questions? En tout cas, Ouais. merci pour la réponse. Trop bien. Et ben on va. Oui, alors on va prendre une dernière question. Parfait. Merci pour les échanges de ce soir. J'avais une question, c'était plus sur le contenu un peu parodique. Je vais prendre 2 exemples. Dans le jeu vidéo, on a Tropico, où on incarne vraiment un dictateur et il y a vraiment un parti pris de parodique. Et c'est le gameplay, donc du coup, qui dessert vraiment tout ça. Et après, dans le cinéma, un exemple qui vient en tête, Idiocratie. Est-ce que c'est politique dans le sens où on pointe du doigt des choses qui vont pas, des choses qu'on peut critiquer, mais en fait de manière parodique. Est-ce que c'est politique L'humour ou et la militant? politique. J'ai pas joué à Tropico, mais je pense que je vois le jeu de plateau et tout. Du coup, comme tout est politique, oui. Est-ce que maintenant c'est militant? Il faut voir l'intention de base des créateurs et créatrices. Et ensuite, est-ce que ça va être reçu par une personne qui va se dire c'est très politique? C'est tout à fait possible aussi. Et normalement, oui. Enfin, moi, j'aurais tendance à penser qu'ils sont faits pour ça. Enfin, tout comme la science-fiction est extrêmement politique. Et je vais reprendre l'exemple de Fallout. Quand tu vois tous ces vieilles machines à moitié détruites qui te disent le Nuka-Cola, par exemple. Nuka-Cola, c'est trop bien. Le monde est détruit, mais il reste Nuka-Cola. Enfin, c'est génial, en fait, comme représentation. Et je sais plus, je me suis perdue dans les Wastelands, là. Je sais plus où j'en étais dans Fallout. Je sais plus pourquoi j'ai sorti ça. Est-ce qu'il n'y a pas la moitié des joueurs qui va passer à côté et faire c'est rigolo, c'est comme du coca. Ouais, ça, tu sais pas. Mais ouais, tu peux jamais savoir comment l'œuvre va être reçue. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'œuvre qui dépasse aussi l'intention première des gens qui sont derrière, quoi. Ouais, enfin de toute façon là dans les 2 cas c'est de la satire et c'est un des formats les plus politiques qui soit parce que tu vas te moquer du monde dans lequel tu vis. Alors bon, évidemment, Tropico, il se moque des dictatures dans les Caraïbes, c'est pas un engagement hyper subversif, quoi. Mais en même temps, si, dans Tropico, il y a plein de vannes hyper précises et tout, il y a plein de trucs avec les mouvements. Enfin, franchement, ils donnent une vision de l'histoire qui est assez drôle, notamment de la guerre froide. Et donc, ouais, si, c'est forcément politique. Et moi, en plus, franchement, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire les gens ratent les choses. Je pense que les gens. Ouais, mais en fait, justement, je pense que en fait, quoi qu'il arrive, même si tu te dis, ah non, j'ai pas vu ça. En fait, tu l'as un peu vu. En fait, il y a une partie de ton cerveau qui l'a vu. C'est-à-dire évidemment, quand tu joues à Tropico, tu prends certaines perceptions des choses, certaines vannes sur des choses historiques. Peut-être même t'apprends un petit peu des choses. Quand tu vois Idiocratie, genre Idiocratie, c'est ouf comment les gens ils n'avaient pas envie dans Idiocratie. Genre ça fait 20 ans qu'ils font ça depuis la sortie du film. Ils le disent plus depuis qu'ils disent qu'on vit dans 1984. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, mais en fait, c'est pas la même chose parce qu'Idiocratie, c'est 1984, mais pour dire que les gens sont bêtes. Mais c'est devenu le 1984 pour dire les gens sont cons. Et voilà, en fait, ça devient, en fait, c'est réutilisé après, et en fait, ça reste en tête, même si le film n'est pas hyper engagé ou quoi, ça devient des trucs. Après, tu as aussi la question de la réappropriation. Parce qu'en vrai, ça repartira encore sur un autre truc, mais en fait, tu as le fait de justement de voir quelque chose dans un film ou un jeu vidéo ou n'importe quoi dans une œuvre qui n'est pas forcément ce qu'a voulu mettre l'auteur, mais moi, en fait, ce qu'a voulu mettre l'auteur dedans, je m'en fiche un peu, c'est différent de la réception finale. Et en fait, les gens se le réapproprient parce que ça les a touchés et que ça veut dire quelque chose et que ça résonne et que ça change peut-être même des fois un peu leur vie, leur façon de voir les choses. Et ça, pour moi, c'est toujours légitime. Je prends toujours l'exemple de Matrix, qui est un exemple terrible de la pilule rouge qui est reprise par vraiment les franges les plus masculinistes, réactionnaires possibles, l'alt-right et tout, pour un film qui est un film qui est très abusivement de gauche, hein, je suis désolé, qui est fait par 2 autrices trans qui ont fait après que des trucs hyper subversifs, très très progressistes, qui sont vraiment à l'inverse de ça.
Bon, mais moi, ça me fait mal pour elle, mais en fait, ils ont le droit, en fait. Ils ont le droit de dire ah, la pilule rouge, moi, ça m'a parlé, parce qu'en fait, maintenant que j'ai découvert le masculinisme, ça m'a fait comme la pilule rouge dans Matrix. Ouais, pardon, je l'ai dit comme ça pour être. Ils parlent comme les gamers, c'est marrant. Ah ouais, ouais, c'est l'accent officiel, hein, c'est l'accent officiel. Mais en fait, en fait, ils ont tout à fait le droit de, si ça les a touchés et qu'ils veulent leur prendre comme ça, qu'ils leur prennent comme ça. Il n'y a pas d'histoire de ce qu'a voulu dire et quel était l'engagement de l'œuvre ou de choses comme ça. Et ça marche pour tout. Si des gens utilisent n'importe quelle œuvre qui a aucun rapport, s'ils veulent faire, on a aux Intergalactiques quelqu'un citait ça, si vous voulez faire des manifs avec des masques de Mickey et que le masque de Mickey ça devient un symbole. Genre je sais pas quoi pour battre la junte je ne sais où, eh ben très bien, faites ça quoi. Enfin genre c'est que c'est quelque chose dans Mickey vous aura parlé, qu'il y aura un contexte et que ça aura soulevé les foules et voilà, et ça veut dire que Mickey c'était politique d'une façon inattendue et puis voilà. J'aime assez cette dernière phrase de finir un peu sur Mickey et la politique inattendue. Conclusion. Merci, je pense qu'on peut vraiment les applaudir et les remercier de cette discussion. Du coup, donc c'était le dernier versus de la saison, mais ce n'est pas terminé, puisque les 3 jeux qui étaient déjà mis à dispo avant la discussion le sont après. Du coup, je peux te laisser redire 2 mots sur les. Oui, bien sûr. Alors, j'avais proposé aux personnes qui exposent de venir juste pitcher vos jeux pendant 30 secondes, si vous voulez bien me rejoindre. Pendant ce temps, je vais pitcher du coup l'un des jeux qui est présenté par le studio Side Rift ce soir, mais qui n'a pas pu être présent. Et il s'agit donc de Voodolls, qui est exposé juste à l'ordinateur là tout à l'heure, qui était sur le point de décoller, que vous avez dû entendre. Le jeu sera également projeté sur l'écran ici après pour y jouer. Donc il s'agit d'un Tower Defense, en fait en vue du dessus ou en FPS. Pour le coup, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est sur des maps un peu sphériques de planètes, et le lore, c'est que vous défendez en fait un invocateur et vous incarnez, donc vous jouez des poupées vaudou qui ont leur spécificité. Ce qui est marrant avec ce jeu, c'est qu'il est en coop. Alors ce qui est moins marrant, c'est qu'il est en solo ce soir, mais comme ça vous donnera peut-être envie de l'acheter parce qu'il est sorti hier sur Steam. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. J'ai juste oublié un truc. Si le jeu vidéo et la politique, ça vous intéresse, il y a un magazine. Voilà, un magazine jeux vidéo qui s'appelle JV Le Mag, je ne sais pas si vous connaissez, et qui a fait tout un dossier dessus il y a quelques années, je crois. Donc voilà, 2020. Voilà, si ça vous intéresse, il y a des journalistes jeux vidéo indépendants qui existent encore et qui font des magazines papier, et il y en a plus beaucoup, 2, 3. Merci beaucoup. Trop bien. Eh ben, je te donne la parole. Bonsoir à tous. Donc, avec Angèle, ici, on est là pour représenter le studio Awesome Alpacas Atelier. Si vous voyez des alpacas, c'est nous. Pour ce soir, on vous présente un jeu qui s'appelle Multiplayer Visual Novel. Alors, comme le dit très sobrement son nom, c'est un visual novel, donc c'est des histoires narratives avec des choix. Sauf que nous, notre petite spécificité, c'est que c'est multijoueur. Donc voilà, comment ça se passe? Bon, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas trop m'étaler. Si vous voulez en savoir plus, justement, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous nous trouvez généralement sous le pseudonyme Alpacas Atelier. Attention, avec un C et pas un G, parce qu'on est en anglais. Et avec plaisir de vous voir. On est justement très réactifs avec notre communauté. On essaie de faire super attention, donc n'hésitez pas à venir nous parler. Merci. Non. Non. Donc non. Donc en tous les cas, votre jeu il est dispo pour ceux qui sont sur place vers le bar. Et comme ça, vous pouvez carrément venir jouer, regarder, discuter avec vous et tout. Et du coup, à toi. Alors bonjour, donc, moi c'est Julien. Du coup, je travaille. Donc j'ai pas encore de studio, mais je travaille sur un jeu vidéo qui est un mélange entre un deck building et un jeu stratégique au tour par tour. Donc l'idée c'est d'invoquer des créatures autour de son héros, de les faire traverser le terrain et d'aller détruire le héros adverse, tout en profitant des avantages de chaque case qu'il y a sur le terrain. Donc les cases ont différents éléments et bien sûr les créatures ont aussi ces éléments-là. Et du coup il y a des effets particuliers qui sont liés avec. Vous pouvez venir tester le jeu là-haut avec, c'est du PVP donc il faut être au moins 2 joueurs. Si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi tester juste le tutoriel, qui est testable tout seul du coup contre une IA. Et sinon, si vous n'avez pas le temps de passer ou si vous ne voulez pas ce soir, vous pouvez aussi passer ce week-end à la Geek Touch, je serai présent. Voilà. Voilà. C'était le mauvais studio. C'était ça. Et bah du coup, vraiment merci à vous d'être présents. Du coup, le jeu qui était là-bas va passer sur le grand écran. Le bar va rouvrir, on va pouvoir refaire le match et tout. Juste comme d'habitude, merci de ne pas sortir avec vos verres dehors. Merci de rester bien devant le lieu et de ne pas parler trop fort parce qu'on a des voisins autour.
Et voilà, j'ai fait le tour. Et ben, c'est reparti, le bar est ouvert. Merci à tous. À tout de suite ou à bientôt. Merci.